Paye ton droitard, épisode 7, partie 2. Toujours le Paye ton droitard spécial. Est-ce qu'il sera unique? Est-ce qu'il y en aura d'autres? En tout cas, il n'est pas unique parce que nous sommes avec la spécialiste du droitard, Dr Zoé. Zoé, comment ça va? Toujours disposée à analyser notre pas du confus? Bien sûr, donc bonjour Chris, écoutez tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du Paye ton droitard consacré à Padu. Je vous rappelle que sur le premier épisode, nous l'avons cancel, très déçu qu'il soit un droitard, etc. etc. On a vu bébé Padu, voilà, qui se débat, qui s'éduque politiquement en pleine confusion, en pleine période confuse, qui ensuite rencontre Alain Soral et qui devient son modèle pour essayer de pécho et pour gagner à la bagarre. Euh, je vous invite bien sûr à aller voir la première partie. Et puis là maintenant, Padu est majeur, il peut voter et ça tombe au moment de l'élection présidentielle 2017, juste après le quinquennat Hollande catastrophique. Et donc attention les amis, parce que là vraiment ça va piquer. Va-t-on cancel Padu? Va-t-on surtout pouvoir le réhabiliter ensuite? C'est la question à laquelle, ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode. Let's go. Je vais lancer, mais tout ce que tu viens de dire m'inquiète énormément. Moi qui n'ai pas vu la vidéo, qui ne sais pas quelles sont les révélations, je suis très inquiet. Attention. Bref, nous étions en 2017, le premier tour des élections approchait. J'hésitais encore pas mal. Pour qui voter pour à tout prix empêcher LR, le PS, ELV et En Marche d'arriver au pouvoir? Le Pen, oui mais bon, elle n'était plus aussi solide qu'avant sur l'UE et la sortie de l'euro et elle n'était pas franchement contre le libéralisme. Mélenchon? Pourquoi pas, mais il avait appelé à voter Hollande en 2012 et il était vachement libéral sur le plan des mœurs selon moi. Alors pour qui voter quand on est confus et qu'on n'a pas le courage de faire un choix? Pour qui du coup? François Asselineau. François fucking Asselineau. J'ai voté pour ce mec en 2017. Les étudiants en médecine, l'élite de la nation qu'on vous dit. Je me suis retrouvé à voter pour Asselineau et le pire dans tout ça, c'est que je croyais réellement qu'il y avait un vote caché. Oh là 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 là. Mais oui. Bien sûr, par les francs-maçons, je pense. Hein. Ils veulent nous empêcher. Bon, c'est marrant. Alors, aïe, aïe, aïe. Je fais un petit point contexte, si tu veux. Moi, ça m'intéresse, cette période 2017, parce que, tu sais, par rapport à la moïsation, pour moi, c'est vraiment le point, le climax de la confusion, tu vois, avant la moïsation. Oui. On a parlé, tu sais, au début de 2005, la période 2002-2005, où tout commence à s'effondrer. Mais tu as quand même deux sursauts des grands partis pour, on va dire, leur dernier round. 2007 pour la droite dite républicaine, mais qui commence déjà à se soumettre à l'agenda de Marine Le Pen, en fait, hein, et de l'extrême droite, avec Sarkozy. Et ensuite, par réactance, on a Hollande 2012, qui lui-même finit de se soumettre définitivement au néolibéralisme. Et donc en 2017, ce qui est particulier, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais on n'a que des candidats qui n'ont jamais été, on va dire, candidats ou anciens présidents. Voilà. On n'a pas de président sortant, c'est pas toujours le cas, c'était le cas en 2007. Mais là, on n'a que des candidats et on a deux forces nouvelles qui vont être au second tour, et Macron. Et Marine Le Pen. Et moi, c'est ce que j'appelle vraiment le climax de la confusion, parce que là, en fait, on a deux forces, non pas deux blocs sociaux, un bloc de gauche, un bloc de droite. On a une espèce de populisme populisme populaire, on va dire, qui démarre son pacte racial, préférence nationale depuis longtemps, mais qui commence vraiment à prendre de l'essor en termes de débouchés politiques. Et le populisme, moi, que j'appelle le populisme bourgeois, c'est-à-dire des bourgeois qui eux aussi se rendent compte que droite et gauche ne fonctionnent plus et qui s'orientent vers Macron. Et donc on a cette forme-là. Et à côté de ça, on a deux forces quasiment équivalentes, parce que si vous regardez, en fait, ils se tiennent tous entre 24 et 20%. On a le populisme social républicain de Mélenchon qui commence à émerger avec la France Insoumise, qui est complètement différente de 2012. On va y revenir. Et puis, on a la déliquescence de la droite républicaine avec Fillon, qui est, on va dire, dans la roue de Sarkozy et Le Pen, mais qui,
En plus, il y avait des casseroles au cul. Donc, pour moi, c'est un moment. Les costumes. Voilà. C'est vraiment pour moi le climax de la confusion. Tout le monde est dans une dynamique populiste. Les grands partis sont en train de s'effondrer et on verra en 2022, ils n'existent plus. Et donc, dans cette confusion-là, il y a aussi des monstres, comme dirait Gramsci, quoi, dans cet espace clair-obscur, là, des Asselineaux, pour lequel va voter Padu. Et je te laisse développer, mais sur justement, parce qu'ils trouvent que certains sont trop libéraux sur le plan économique, certains sont trop libéraux et libertaires sur le plan des mœurs. On voit derrière vraiment toute l'analyse de Michéa, quoi. C'est-à-dire, Marine Le Pen, c'est bien, elle est pour la droite des valeurs, mais elle n'est pas pour la gauche du travail. Et Mélenchon, c'est bien, il est pour la gauche du travail et il n'est pas pour la droite des valeurs, quoi. Tu vois, on est encore là-dedans, quoi. C'est exactement ça. Asselineau, pour ceux qui sont peut-être un peu jeunes, parce qu'il a quand même quasiment, enfin, c'est pareil, il n'existe plus beaucoup aujourd'hui, même si quand même, il y a des gens qui restent encore un peu marqués par cette pensée-là. Asselineau, c'est vraiment genre le droitard, c'est un droitard, mais qui déguise un peu son droitardisme derrière une espèce de truc ni droite ni gauche, et il passe le ni droite ni gauche dans la question européenne. C'est-à-dire que lui, il dit qui préexiste à tout projet politique, c'est le fait de sortir de l'Union européenne. Donc, pas besoin de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait avec les bourgeois, etc. etc. L'important, c'est vraiment le Frexit. Et puis ensuite, on discute. Bon, il y avait une méthode militante qui était très, très agressive. C'est devenu une blague sur Internet. Genre, connaissez-vous l'UPR? Parce que les militants de l'UPR, qui étaient son parti, étaient hyper, hyper, hyper actifs, voire même un peu relous, quoi, sur Internet. Du coup, il y a plein de petits padus qui ont cru qu'il allait faire un score de zinzin, alors qu'en fait, il a fait 0,9, je crois. C'est ça, Chris? 0,8 ou 0,9, quelque chose comme ça. Enfin, un truc ridicule, quoi. Ouais, voilà. Enfin, vraiment un très, très faible score. Ce que le graphique aurait déjà prédit, de toute façon. Je vous rappelle que le Saint Graphique savait tout, déjà à bien sûr. l'époque. Avant même d'exister, il savait. quelques petits... C'est ça. Alors, quelques petits bails, vite fait, sur Asselineau, quand même. Il a des petits bails de violence sexuelle au cul, Asselineau. A priori, il a tendance à être un petit peu insistant, voire peut-être un peu harcelant, voire peut-être un peu agresseur. Alors moi, je n'affirme rien, je vous pose des questions, évidemment. Avec les jeunes hommes. Et particulièrement les jeunes hommes qui sont dans une position de subordination par rapport à lui, notamment dans le travail ou dans son parti. Selon Soral, c'est normal que ces jeunes hommes se sacrifient pour les désirs sexuels du leader. Ça fait partie de toute... je ne sais pas si tu avais déjà vu ce React, mais ça fait partie de toute organisation politique normale. Voilà. Bon. Évidemment. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est la version... C'est la version soralienne de la pudeur helléno-chrétienne, j'imagine. J'imagine que c'est ça. Donc, voilà, Alain Soral, toujours à la pointe pour se poser la question des rapports de domination et de ce qu'on peut y faire, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, c'est fasciste, bref. Et du coup, voilà, Asselineau. Et donc, il faut d'abord sortir de l'Europe, Chris. Toi, c'est ça que tu n'as pas compris, en fait. C'est qu'on s'en fiche de ce qu'on va faire après. La question, c'est l'Europe ou pas. Mais ça, c'était intéressant, justement, ce moment-là, parce qu'il va, en général, le populisme va avec le souverainisme. Et le nationalisme aussi. C'est vraiment dans l'histoire de France, quand il y a la Révolution française qui émerge, on voit justement cette antinomie souveraineté populaire, souveraineté nationale. Alors au départ, c'est ça qu'on oublie, c'est que dans la souveraineté, justement, la souveraineté populaire, la bourgeoisie avec Sieyès est plutôt à penser la souveraineté nationale, c'est-à-dire une espèce d'abstraction au nom de l'identité, d'un corps en fait, alors que justement les jacobins les plus radicaux vont penser la souveraineté populaire, on va dire beaucoup plus concrète, non pas avec une identité ou un peuple sur intemporel, mais un peuple tout de suite, ici et maintenant. Ensuite, ça c'est avec le républicanisme, ça s'est un petit peu confondu. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement de voir comment Mélenchon a progressé, justement en captant ce moment populiste. On en a parlé en 2012, ça intéressait un peu Padu, mais on voyait, tu sais, on l'a vu en 2012, il est un peu anachronique. Il essaye de surfer sur la 6ème République, alors qu'on n'a pas eu encore toutes les problématiques de crise de la 5e comme on vit aujourd'hui. Tu vois, et peut-être qu'aujourd'hui, finalement, cette idée de la 6ème République qui était bonne, mais un peu trop tôt, un peu trop novatrice, n'a pas marché. Parce que justement, dans les corps, dans les esprits, dans les structures mentales, on n'a pas eu justement tous ces effets de fin de constitution qu'on vit vraiment aujourd'hui. Mais ça, c'était un moyen pour lui c'était pour lui le moyen de capter le moment constituant.
Pour Mm. moi, c'était de 2005, hein, comme on l'a dit. Pour moi, c'était pas forcément une bonne idée. Il est aussi sur du social, en parlant de les Grecs qui sont en pleine crise, qui se font taper dessus, Syriza, mais du coup, ça a donné quelque chose, on va dire, d'assez multiforme, assez hétérogène et d'assez inégal. Alors que là, dans le 2017, il progresse parce qu'il capte tout de suite le moment populiste. Et il se capte aussi justement sur cette logique de comment dire de s'opposer justement au diktat européen. Alors lui, il va le faire de manière beaucoup plus sociale, avec un vrai plan A, plan B. Je connais bien le sujet. Ça va pas être son mantra absolu, mais il va quand même capter cette dynamique parce que comme tu l'as défini, avant c'était vraiment une dynamique très importante à ce moment-là. Et d'ailleurs, Mm. même Marine Le Pen fait sa campagne en disant il y a les pro-européens et puis les souverainistes, les nationaux, nous, on le voit si vous regardez le deuxième tour. Ça, c'est vraiment pour moi un truc fondamental. Et Asselineau, c'est vraiment la partie tumorale de ce populisme souverainiste. C'est-à-dire la partie. Excuse-moi de faire des parallèles médicaux pour toi. C'est peut-être. Vas-y, moi j'adore, hein, ça me parle. Tu vois, on va dire qu'il y avait quand même un esprit un peu sain de remettre en question l'Union européenne. Et il y a des super livres là-dessus, Cédric Durand, etc., qui émergent. Voilà. Et là-dessus, moi, j'ai absolument pas de problème. Même, je trouve qu'on en fait plus assez de ce côté-là. Mais lui, c'est la partie tumorale, c'était justement l'idée de vraiment ne voir que ça comme problème. C'est-à-dire de se dire, il n'y a pas de problème de classe, il n'y a pas de problème de bourgeoisie, il n'y a pas de problème d'exploitation, il n'y a pas de problème même de traités bilatéraux avec d'autres pays que l'Europe. C'est vraiment l'absolu de l'ennemi. Et si on revient dans les années 60 sous le gaullisme, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vraiment typique des projets quand des gens sont focalisés sur cette position. Quand ils définissent leur ennemi comme l'Union européenne absolue, c'est toujours derrière pour masquer des projets nationalistes ou souverainistes et souvent anti-classe. Comme on dit souvent, donnez-moi votre ennemi, je vous dirai qui vous êtes. Quand vous faites ça de l'Union européenne, l'ennemi absolu, derrière vous masquez un compromis de classe, un projet souverainiste, et ça marche. On l'a vu depuis, ça a marché à chaque fois. Tatiana Ventose, etc. Les gens qui sont obsédés par l'Union européenne, finalement derrière cachent un projet organique de société nationale, fonctionnelle, plus entravé par les traités. Et ça mérite d'être critiqué. Effectivement, l'UE n'est qu'un aspect de la violence bourgeoise et de l'exploitation capitaliste qui revêt des aspects internationaux, nationaux, locaux, etc. Et ça, il faut absolument qu'on arrive à le penser, en plus pour justement sortir de ces logiques souverainistes et revenir dans une discussion de classe. Clairement, en plus, si tu veux, ce que tu viens de dire là, je trouve que ça se voit vachement bien dans le débat que notre cher Padu, a fait face à Tabibian. Alors, à l'époque, il n'avait pas sorti sa vidéo Padu Origins, etc. Donc, les gens ne savaient pas que quand il parlait du confusionnisme, en fait, c'était une parole de concerné, n'est-ce pas? Oui. Il y a eu un passage sur l'UE. Alors, le débat est très loin, hein, mais sur la fin du débat, il y a un passage sur l'Union européenne et on voit bien comment des mecs comme Tabibian, par exemple, fétichisent la question européenne. Il me semble que Tabibian a voté Asselineau aussi, je crois d'ailleurs. Et on Ouais, voit comment, il a pour pas eux, voté Le Pen directement. Non, je sais plus. Bon, bref. non, Ouais, je veux pas le le diffamer, pipeline. mais il me semble qu'en tout cas qu'il a toujours trouvé ça, il a toujours trouvé que Asselineau était et en fait, Tabibian, on voit bien comment il fétichise. Alors je parle de Tabibian parce qu'il est pas pour lui en particulier, mais parce qu'il est révélateur de tout ce mode de pensée qui pense que le positionnement face à l'Union européenne préexiste à la question du projet politique, alors que pour nous, c'est totalement l'inverse parce qu'en fait, sortir de l'Union européenne, ça ne veut rien dire si on n'a pas dit ce qu'on voulait faire comme projet. Et eux, ce qu'ils vont dire, mais ce qui est vrai, hein, mais si vous avez un projet socialiste, communiste, si vous voulez renationaliser, collectiviser l'énergie, faire une grande sécu, 100% sécu, etc., vous allez vous heurter aux règles des traités qui ont entériné le néolibéralisme au niveau européen. Et moi, à chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais attendez les gars, si on a envie de mettre en place ce type de projet politique, il n'y a pas que les traités de l'Union européenne auxquels va falloir se cartonner, en fait. D'ailleurs, Non. les traités de l'Union européenne, mais Padu le dit bien, je trouve, dans le débat. Alors, il n'a pas le temps de beaucoup le développer, puis je crois qu'il était tard aussi, hein. Mais en gros, il dit, mais
en fait, le traité en lui-même, si on décide de ne pas faire ce qui est écrit, on décide de ne pas faire ce qui est écrit. Et après, on engage un rapport de force avec les personnes qui sont en face. Donc, quand tu es la Grèce et que tu représentes 2% ou 1% du budget total de l'Union européenne, tu es un petit peu dans la merde si tu es tout seul, et notamment si la gauche de Hollande, etc., te lâche comme une grosse merde, les autres gauches européennes des pays les plus puissants te lâchent comme une grosse merde. Quand tu es la France, alors, certes, tu n'es pas la totalité de l'Union européenne, mais tu n'es pas rien non plus. Et après, il s'engage ce qu'on appelle un rapport de force, en fait. Quand on n'est pas d'accord avec des gens, il y a un rapport de force. On s'adapte en fonction de comment l'autre va réagir, etc. Et on peut utiliser des leviers, tous les leviers qu'on a à notre disposition. Padu, il avait cité le fait que nous, on est une puissance nucléaire, et ce qui fait qu'on a un levier de négociation de ce côté-là. On en a d'autres. Par exemple, s'il y a un immense mouvement social en France, on peut aussi dire désolé, mais le peuple de France refuse d'appliquer telle et telle partie des traités de l'Union européenne parce que ça va en contradiction avec le projet politique pour lequel il a voté et pour lequel il lutte, et donc nous ne suivrons pas les traités. Ce qu'on veut dire, c'est que le fait que ça soit écrit dans des traités ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire différemment. En fait, on fait ce qu'on veut dans l'absolu. Et après, encore une fois, c'est une question de rapport de force. Et donc, fétichiser la question européenne, c'est s'empêcher de poser la question quel est le projet. Parce que est-ce que Asselineau a décidé de changer le mode de production profondément? Est-ce que Asselineau a un grand projet de nationalisation de l'énergie, des transports, etc. Est-ce que Asselineau a un grand projet de sécurité sociale à 100% géré par les cotisants et non uniquement par l'État? Est-ce qu'Asselineau a ce projet-là? Évidemment que non, parce qu'en fait, Asselineau, ça reste un droitard au fond du fond. Et donc, en plus, moi, si tu veux, je trouve que c'est vraiment une illusion de voir les choses comme ça, parce que on va pas se cartonner qu'au traité de l'Union européenne. Et j'ai envie de dire, ça sera peut-être le cadet de nos soucis, parce qu'il va falloir qu'on se tape notre bourgeoisie nationale, il va falloir qu'on soit face à Bernard Arnault, à Bolloré, Agnel, etc., etc., aux grandes entreprises qui n'ont aucune envie qu'on mette en place un projet réellement de gauche dans ce pays. Si on veut faire un 100% sécu, il va falloir se cartonner à AXA, et il va falloir aussi se cartonner, comme tu le disais, avec les traités bilatéraux avec les États-Unis, etc. Il va falloir faire face à l'administration Trump. Enfin, l'Europe, j'ai envie de dire que c'est presque le cadet de nos soucis dans ces problèmes-là. De toute façon, il faut être hyper conscient que si on veut mettre en place un projet de gauche, ça va être extrêmement compliqué. Enfin, c'est possible, hein, mais il faut se préparer au fait que ça va être la lutte, ça va être le rapport de force. Et dans ce cadre-là, le mouvement social a une place centrale. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les mecs n'arrêtent pas de dire « Ouais, mais quand même, LFI, etc. » Alors, LFI, moi, je les ai soutenus aux dernières élections. Il y a des choses avec lesquelles je suis parfaitement d'accord avec eux, d'autres sur lesquelles j'ai plus de divergences, mais c'est des discussions qu'on a entre nous à gauche, et c'est très bien. Mais moi, je trouve qu'ils sont conscients de ça, pour le coup. Du fait que le fait d'arriver au pouvoir et de dire on veut faire ça ne va pas suffire, qu'il va y avoir un rapport de force à engager avec la bourgeoisie nationale et internationale, et que il y a que avec un mouvement social extrêmement fort derrière qu'on va pouvoir pousser et obtenir des avancées, quoi. Ouais, clairement. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, moi, je trouve, par exemple, la constituante, c'est une bonne idée pour ça. Parce qu'on sait que c'est difficile. On sait que les syndicats sont pas forcément massifs, que le mouvement social est pas très organisé, pas très massif. Donc, pour moi, ce qui était intéressant dans la stratégie de la constituante, c'est-à-dire de dire si on prend le pouvoir demain, on met en place une constituante, c'était aussi de mettre... Tu vois, c'est pas suffisant, mais c'était aussi un moyen, tu vois, de pas arrêter le processus électoral. C'était aussi de dire on va mettre en mouvement les masses là c'est un processus politique, on préférait que ce soit un processus plus de lutte économique, etc. C'est d'ailleurs la limite de la France insoumise. Mais au moins il y avait un espace de dire voilà, si on arrive au pouvoir, c'est pas la fin, c'est le début. Voilà. Ça, il faut faire toujours attention là-dessus quand on est dans un gouvernement de transformation. C'est de se dire, mais le boulot de lutte commence si demain Mélenchon est élu, pas quand il arrive. Ce qui est d'ailleurs ce qui différencie un Mélenchon d'un Ruffin, qui est très délégatif, tu vois, qui va dire, bah voilà, vous me confiez les rênes et vous allez voir, je vais tout gérer. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on a moins vu en 2022 et qui, à mon avis, mérite d'être appuyé. Et là-dessus, et sur le reste, bah évidemment, pour moi, c'est juste le minimum. Il faut absolument que Mélenchon et la FI là-dessus soient beaucoup plus offensifs sur mais non, va falloir faire le boulot, quoi. Va falloir se mettre en grève, va falloir lutter, va falloir faire des comités locaux de lutte, va falloir faire des AG dans les entreprises si demain on veut se battre, quoi. Et ça, c'était vraiment... Ouais, tu vois... Ouais, vas-y. Vas-y, excuse. Non, mais moi je vous jure, pour moi ça c'est vraiment un...
Padu, il exprime bien ça. C'est-à-dire, il est encore dans la logique de on va trouver le bon équilibre, le bon candidat avec le bon bricolage en prenant un bout de droite, un bout de gauche, etc. Et puis il va tout régler. Tu vois, il y a aussi ça. Et Asselineau, en plus, tu l'as bien exprimé, lui, c'est aussi un truc de tout allait bien. C'est aussi une mythologie, ça, très idéaliste, et un peu quand t'es jeune. Tout allait bien. Et puis à un moment, il y a eu l'UE, et du coup, fait que la France, ça marche pas bien. Bah non, en fait, l'UE vient des transformations capitalistes du mode de production français, et tu peux pas revenir aux années 60 de De Gaulle, quoi. Donc, on voit vraiment cette immaturité politique, je trouve, dans le 2010, dans le Padu qui vote pour la première fois en 2017, mais une immaturité politique qui n'est pas aidée par la déstructuration, la confusion, la reconfiguration de l'espace climax de confusion de 2017, quoi. Hmm. Et donc, ça fait que ça lui plaît, en fait, un projet politique qui dit pas clairement quel est son projet, en Ouais. fait. Enfin, tu vois, qui se positionne de manière non tranchée, comme l'avait fait Asselineau. Et tu vois, moi, même tous les gens qui se réclament encore du souverainisme aujourd'hui, etc., moi, j'ai envie de leur poser la question, dans la santé, qui est le domaine que je connais bien. Si, par exemple, vous voulez collectiviser une partie de l'industrie pharmaceutique, ou tout, d'ailleurs, pour vous la faire très rapidement, les médicaments, ils sont sous brevet scientifique. Quand vous découvrez une molécule, vous déposez un brevet, il n'y a que vous qui avez le droit de la produire pendant 20 ans. Les brevets durent 20 ans. Alors, on pourrait déjà remettre en question l'existence même d'un brevet sur des choses qui peuvent rendre service à la totalité de l'humanité. Est-il légitime de le breveter et qu'il n'y ait qu'une seule personne qui puisse le produire et donc le produire beaucoup plus cher que son coût de production, par exemple, parce que c'est le seul à pouvoir le produire. Ça, déjà, c'est une question, mais sans même rentrer là-dedans, on pourrait tout à fait imaginer en France que les molécules qui ont plus de 20 ans, qui sont la majorité des molécules qu'on utilise en pratique courante en médecine, on les produise nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est une question que s'est posée, c'est un truc sur lequel est en train de plancher la Californie actuellement. Donc la Californie, vous voyez, c'est pas comment dire, c'est pas l'avant-garde éclairée du marxisme à l'international, hein. Voilà. Mais en fait, la Californie, ils ont fait un constat extrêmement pragmatique. Aux États-Unis, il y avait un énorme problème sur les prix de l'insuline. L'insuline était, enfin le marché d'un certain type d'insuline était trusté par trois grands laboratoires pharmaceutiques, dont Sanofi, qui est un laboratoire français, je vous rappelle, et qui vendait l'insuline extrêmement, extrêmement, extrêmement cher. Oui, parce que je suis désolée de l'annoncer à nos amis libertariens, mais en fait, quand il y a, même avec de la concurrence, en fait, quand il y a énormément d'argent à se faire sur des choses qui sont nécessaires pour la survie d'énormément de gens, et ben les mecs, ils font de l'argent. Parce que c'est ça leur travail. Et donc, ils s'entendent entre eux pour faire des prix qui sont trop hauts. Et vous avez beau nous les expliquer. Oui, c'est fou, hein, c'est incroyable. Hein, je sais que c'est complètement zinzin. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. À chaque fois. Et vous avez beau arriver en nous disant « Non, mais c'est pas assez le vrai capitalisme, c'est pas le capitalisme, etc. » Quand des gens ont pour travail de fabriquer le plus d'argent possible en produisant des choses qui sont nécessaires pour la survie des gens, l'intérêt privé de ces entités qui ont besoin de faire de l'argent se percute avec l'intérêt général des gens qui ont besoin des choses pour survivre. C'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Et donc, l'insuline était beaucoup trop chère, mais quand je vous dis beaucoup trop cher, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Biden a tapé du poing sur la table, c'était en 2021, je crois. Figurez-vous que du coup, les trois laboratoires ont d'un coup baissé leur prix drastiquement, c'est-à-dire qu'ils ont divisé le prix par 6. Vous imaginez à quel point ils se foutaient de la gueule du monde avant. Donc, les prix ont baissé de 80 à 85% d'un coup, hein, en 2 semaines. Comme quoi, quand on prend des décisions politiques, en fait, on peut faire des trucs. Hein, les choses ne flottent pas comme ça, en dehors de toute décision humaine, etc. On peut avoir la main dessus. Et à cette occasion-là, en fait, la Californie a vraiment réfléchi. Ils sont en train de réfléchir à faire des usines étatiques californiennes avec l'État de Californie pour produire de l'insuline à prix coûtant. Je vous raconte tout ça parce que c'est des trucs importants pour comprendre qu'en France, on pourrait aussi faire ce type de choix-là, particulièrement quand on voit que Sanofi vire des milliers de personnes de son pôle recherche et développement. Ça a été le cas ces dernières années, etc. C'est des décisions qu'on pourrait prendre. On pourrait même prendre la décision que les gens qui se font virer, nous, on les réembauche parce que c'est des gens qui ont des compétences, qui savent faire, etc., etc. On choisit de ne pas le faire. Et si jamais on décide de le faire, tout ce qui passe de souveraineté, de souverainisme, etc. En fait, c'est pas les traités de l'Union européenne qui vont être compliqués à gérer. Ça va être les industries pharmaceutiques, et y compris nos industries nationales. Il va falloir aller au carton avec Frédéric Oudéa, qui est le PDG de Sanofi, qui est aussi le mari d'Amélie Oudéa-Castéra, notre ministre préférée, évidemment. Hein. Il suit Alexis.
Oui, j'y suis, Alexis. Un jour, on vous passera cet extrait incroyable de Amélie qui se baigne dans la Seine. Et, et Oudéa, pour vous dire, c'était le PDG de la Société Générale pendant 20 ans et maintenant il est PDG de Sanofi, ce qui montre bien que son travail n'est pas de produire les meilleurs médicaments possibles pour pour soigner les gens le mieux possible. Son travail, c'est de faire de l'argent. Et si vous décidez de faire des usines françaises, nationales, pour produire des médicaments à prix coûtant, Frédéric Oudéa ne va pas être content, mais pas lui personnellement, mais toute sa classe bourgeoise en fait. Bref, désolé, je fais un développement un peu long, mais c'est Non, mais pour c'est vraiment important. vous rappeler que mais oui, parce qu'en fait, être là à dire et l'Europe et qu'est-ce que vous allez faire de l'Europe et tout, mais on s'en bat les couilles en fait de l'Europe. La question c'est quels sont les rapports de force. Oui, l'Europe en fait partie, au milieu de plein d'autres, et ce truc de c'est quoi votre plan pour vous opposer à l'Europe et tout. Alors moi je suis désolée, mais si jamais je dois engager un rapport de force compliqué avec des gens qui sont extrêmement puissants pour pouvoir leur reprendre ce qu'ils nous ont volé, je ne vais pas vous détailler par A plus B quelles sont les différentes armes que j'ai, quand est-ce que je vais les mobiliser, comment, etc. etc. Enfin, faut pas être con aussi, je veux dire, on fait d'être débile, quoi. Non, mais c'est bien parce que c'est aussi, Bref. on va voir comment ça va se reconstruire. Il y a deux choses, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas le problème, c'est un aspect du problème. Et Oui. effectivement, il y a deux écueils à éviter, c'est d'en faire le problème unique et absolu, et de ne pas prendre en considération cet aspect. Parce que par exemple, on peut faire une gauche un peu molle, tu vois, c'est de dire ah Oui. non, mais il n'y a pas du tout de problème avec l'Europe, on est européen, c'est super, etc. Tu vois, dans les deux cas, on est dans la fausse conscience. L'idée, c'est de dire, bah voilà, l'Europe est une des manifestations d'un problème plus fondamental qui est le problème du mode de production et de sa phase néolibérale, quoi. Et là-dessus, Oui, Padu, ça, bah, à oui. l'époque, il le voit pas comme beaucoup de gens, hein. Vraiment comme beaucoup de gens qui essayent justement de trouver un problème unique et général tout en évacuant la logique de classe. Et c'est pour ça que moi je pense qu'on est au climax de la confusion. Et paradoxalement, hein, quand tu es au plus haut d'une dynamique, bah, tu es aussi au début d'une nouvelle, c'est-à-dire la dynamique de descente. Et donc, on va le voir ensuite, la moïsation qui va venir, quoi. On, ne, Aïe, 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 on aïe. ne pouvait pas rester avec 4 blocs, 4 candidats comme ça. Et donc, on enchaîne. Que va faire notre Padu? Ah, je suis très inquiet. Moi aussi. Et qu'il allait faire genre 10% comme il le disait. 10%. En vrai, ce vote Non. paraît aberrant, Non. mais c'était logique au fond et assez schwardien. Aucune solution Ça, c'est ne me sûr. convenait, mais le socle minimal du Frexit et du RIC proposé par Asselineau, ça m'allait très bien. Ce choix m'a d'ailleurs fait m'éloigner un peu de Soral, étant donné qu'il semblait étonnamment vindicatif à l'égard d'Asselineau, lui préférant Le Pen. Alors que Le Pen n'était pas aussi clair sur le RIC et sur l'UE, et donc je voyais pas trop pourquoi il disait ça. Asselineau ne combat pas Parce que c'est un l'Union fasciste. européenne. Il combat le discours Probable. de Marine Le Pen sur l'Union européenne en disant qu'elle ne voudrait pas réellement sortir de l'Union européenne. Donc Asselineau n'est pas un candidat anti-européen, c'est un candidat anti-Front National. Donc en fait c'est un candidat pro-européen si on comprend que la politique c'est du billard à 3 bandes. Donc je dis aux abrutis qui s'extasient sur Asselineau, Il y a 4 qu'au lieu bandes de sur un billard. s'extasier sur Asselineau, ils comprennent en fait que c'est quand même l'idiot utile du système. Hein, qui n'est là que pour empêcher finalement le parti authentiquement patriote d'accéder au pouvoir. Quand j'y repense, je me dis que Authentiquement j'avais un rapport- patriote. Hein. Authentiquement patriote, ouais. Ah là 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 là. C'est ça qui est drôle. Et toi, Alain, comment te positionnes-tu face à la bourgeoisie, Alain? Parce que c'est ça la vraie question. N'es-tu pas l'idiot utile de la bourgeoisie, Alain? Comme tous les Proudhoniens. Vraie question, hein? Eh oui. Une balle perdue pour Proudhon, c'est parti. On ne parlera pas de sa considération des femmes. Non, ni Rapport des vraiment personnes abstrait juives. et idéaliste à la politique, et que notamment la question du racisme était totalement impensée chez moi. Ce qui me rendait de fait incapable de combattre mes propres biais racistes et de critiquer l'aspect raciste des discours soraliens sur les islamo-racailles ou sur les sionistes. Alors forcément, quand vint le véritable moment de choisir, celui du deuxième tour des élections présidentielles 2017, il n'a pas été particulièrement difficile pour moi de voter Marine Le Pen, pensant faire barrage au pire Macron, Non, qui était selon moi une synthèse pas d'Hollande et de du- Sarkozy. Non, pourquoi tu fais ça, Madu? Pas toi. Non, pas toi. J'ai envie de dire, Pas maintenant. j'ai envie de dire, en Pas vrai, après tout ce que tu as fait. là j'ai envie de dire, pas après tout ce que tu n'as pas encore fait. Oui, Padu. Le Padu du futur aurait dû attraper Voilà. le Padu du passé par le col et lui dire non, ne fais pas ça. C'est ça qu'on aurait dû faire une vidéo, mais on n'a pas encore les moyens. Arrête. Donnez dans le Tipeee pour qu'on fasse un épisode
anachronique où le Padu du futur vient empêcher le Padu confus de voter Pas Marine du Le Pen. passé de faire de la merde. Putain. 2026, je pense qu'on va faire ça. Donc, mais donnez dans le Tipeee parce que là, on n'a pas assez de sous pour les effets spéciaux. Ça va être un peu cringe. C'est un peu limite. Ça va être cringe. Sarkozy. Ah là là, Quand on qu'est-ce que n'a t'as envie de aucune dire analyse là-dessus matérialiste du racisme, Attends. Vas-y, Vas-y, laisse-le expliquer comme son moi à analyse. l'époque, on ne comprend pas que les discours sur les gens non assimilés, sur les racailles, sur le bon et le mauvais immigré, etc., ce sont des discours qui dissimulent le racisme. Et in fine, ce sont des discours racistes. Et comme on est très surpris. en plus, même la droite républicaine, le centre et le PS utilisaient ce genre de rhétorique, Il faut démanteler tous les campements. Ensuite, nous procédons évidemment à des reconduites à la frontière. Parce que la encore- majorité seront Il est reconduits à la revenu. frontière. Il est revenu. Putain, Tête en bas, Manuel Valls. Tête en bas. Voilà mon avis. doivent être reconduits. C'est rien à voir, hein, c'est juste pour bien se laver les cheveux. Ah oui, non, bien sûr. Qu'on soit bien Mais clair. métaphoriquement. Parce que regardez, Zoé a des très beaux cheveux, donc elle est très spécialiste de ça. Et c'est tête en bas, c'est pour Tout à fait. pas que ça coule partout. Rien à voir d'autre. que- Oui. Je précise un peu. Voilà. Toute ressemblance avec la manière dont on aurait géré les fascistes en Italie est Et fortuite. évidemment. À la frontière, il n'y a Bon. pas d'autre solution. Mais- Nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations. Je crois qu'il faut dire les choses. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur, on pourrait presque lui donner sa carte d'adhérent au Front National. à l'époque, quand j'écoutais quelqu'un comme Florian Philippot, je me disais que c'était un républicain, souverainiste, de droite économiquement, mais rien de plus. C'était évidemment pas un vote d'adhésion, sinon je l'aurais fait dès le premier tour. Mais le choix me paraissait évident, car pour moi, le pire était chez les néolibéraux soumis à l'UE comme Macron, qui détruisaient nos acquis sociaux année après année. J'étais aveugle à ce qui est pourtant évident quand on est un minimum formé politiquement ou quand on est soi-même racisé. Les discours du RN sur l'immigration, les racailles, l'insécurité sont des discours racistes contre les Noirs et les Arabes qui séparent les classes populaires en deux, les blancs qui sont légitimes et les autres qui sont des citoyens de seconde zone. Ça, je ne le voyais pas, ou alors je faisais semblant de ne pas le voir, car j'étais désigné par le RN comme faisant partie de ceux qui étaient légitimes. Je ne voyais pas non plus l'évidence. Le RN... Bah oui, tout à fait. C'est intéressant, moi je fais juste un tout petit aparté. On a eu ces débats-là récemment et on va les avoir, je pense encore, pour montrer comment la nation peut se mobiliser, etc. Bah oui, mais la nation, elle est toujours mobilisée, souvent, quand c'est le point de départ et non pas un point d'arrivée. C'est d'ailleurs, tu as dit une chose qui était intéressante tout à l'heure, c'est Asselineau, il dit le problème mais il dit pas le projet. Tu vois. C'était exactement ça. Et là, la même chose, c'est la même chose quand tu désignes le problème et pas le projet, que tu masques justement des rapports sociaux, des discriminations, etc. Et là, typiquement, le projet national, préférence nationale, etc., masque derrière justement un projet raciste, un projet de discrimination, un projet de hiérarchie, de subordination, voire de violence d'une certaine partie de la nation sur d'autres. Et ça, comme il dit, il ne le voyait pas, pour des raisons qu'on va expliquer ensuite. On voit que tout le début, on a vu la première partie, mais jusqu'à ce moment-là, Padu est encore, j'exagère, mais un jeune homme dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il est pas vraiment confronté au monde, quoi. Il est confronté à l'image du monde, derrière YouTube, derrière des idées, des machins, etc. Et il l'exprime dans ces mots-là. Il dit je ne savais pas, je voyais pas. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une certaine position. Et on va le voir ensuite. Il va falloir qu'il se repositionne pour pouvoir se dépositionne de ça, pour se repositionner et justement avoir des expériences de l'altérité, de la conflictualité avec d'autres gens, etc., pour pouvoir faire bouger ses idées. Si on bouge pas, il y a peu de chances que nos structures mentales bougent, quoi. Exactement. Tu vois là le fait que Padu parle de son vote du second tour, moi je trouve que c'est l'occasion. Peut-être qu'on parle du nôtre, Chris, alors pas tellement parce que c'est le nôtre et que c'est individuel et tout, mais parce que moi, très régulièrement, on va faire notre coming out, Chris et moi devant vous, les amis. Ouais. En plus, on a voté exactement pareil au présidentiel, que ce soit à 2017 ou 2022, et je pense 2012 aussi, à mon avis. On ne est se en connaissait pas connexion. à l'époque. Hein. Mais- Ouais, c'est ça, on se connaissait pas à l'époque. Mais moi, donc, en fait, j'ai envie de dire ça parce que très souvent, quand je critique Emmanuel Macron, j'ai énormément de gens qui viennent me dire « Ouais, mais vous l'avez élu ». Et en fait,
Je commence à en avoir peu cul de cet argument, donc on va en parler et on va en parler pour de vrai parce que c'est important. Déjà, moi j'ai envie de dire, vous savez pas en fait, parce que moi, jusqu'à là, j'avais jamais dit clairement pour qui j'avais voté au présidentiel. Donc je commence par vous dire ce que j'ai fait et ensuite je vous explique pourquoi. En 2017, je vote Mélenchon au premier tour et je vote blanc au second tour. Et si je suis très honnête, si je vote blanc au second tour, c'est parce que je peux me le permettre, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont aller faire le boulot d'aller voter Macron face à Le Pen. J'ai pas peur que Le Pen passe. Et du coup, je me permets de ne pas y aller parce que je sais qu'il y a des gens qui vont faire le taf. Et d'ailleurs, quand je le fais, moi, je suis pas spécialement fière de moi, hein. C'est juste que ça me casse tellement les couilles de mettre un bulletin Macron dans l'urne. Macron, qui était le ministre de l'économie de Hollande, ancien directeur de cabinet de Hollande, qui avait vraiment accompagné la droitisation de son quinquennat, etc., qui était effectivement pour moi une des pires choses qui pouvaient nous arriver. Juste au-dessus, il y avait l'extrême droite, en fait, hein, voilà. Je me suis permis de pas y aller parce que je savais que des gens allaient faire le taf. Et en 2022, donc premier quinquennat de Macron, c'est un enfer, etc. Enfin voilà, je vais pas vous refaire toute l'histoire. Je pense que comme c'est relativement récent, les gens s'en souviennent. Là, arrive le premier tour, je vote Mélenchon, qui loupe le second tour à très 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 peu. Et du coup, bon, le seum, mais voilà, c'est comme ça. Ah, Et très peu, mais vas-y. plus qu'en 2022. Ah bon, c'était pas 400 000 Non, c'était 600 000. versus 600 000 en 2022 C'est l'inverse. C'était 600 000 en 2017 et 400 000 en 2022. Tu vois, je croyais que c'était l'inverse. Non. Bon, écoute, en tout cas, à chaque fois, ça se joue à peu de choses, mais voilà. Et moi, en 2022, je vais voter Macron au second tour. Je le fais pourquoi? Parce que cette fois-là, j'ai peur que Marine Le Pen passe et que je suis désolée. Mais en fait, il faut arrêter de fétichiser le vote et de se poser des questions en termes de est-ce que moi je suis pure ou pas? Est-ce que est-ce que je m'avilie ou pas dans l'isoloir, etc. Pour moi, la question c'est ça va être quoi notre vie et nos espaces pour lutter politiquement pour que la vie de chacun s'améliore? Qu'est-ce qui se passe en fonction de qui arrive au pouvoir? Et je suis désolée, mais moi, un des trucs qui me détermine à ce que ça ne soit pas Marine Le Pen qui arrive au pouvoir, c'est que je vois le racisme progresser énormément dans la société. Moi, un des trucs qui m'inquiète particulièrement, c'est la pénétration des idées racistes et des idées d'extrême droite les plus violentes, c'est-à-dire une extrême droite qui est pour le nettoyage ethnique, déporter une partie de la France, qui tient un discours pro-guerre civile. En fait, les mecs bandent sur la guerre civile. La pénétration de ces idées dans la société, et particulièrement chez les policiers et les militaires. Alors, ça va peut-être vous paraître curieux, mais moi, vraiment, c'est un truc qui est déterminant pour moi. Parce que c'est la fraction qui est détentrice de l'ordre légitime, c'est ceux qui sont armés, c'est ceux qui déjà mènent une vie très dure, voire même butent des gens déjà actuellement. Et pendant le premier quinquennat de Macron, il sort notamment toutes ces histoires des canaux télégrammes de flics qui s'envoient des messages de zinzin en expliquant « Ouais, quand je vois une femme voilée avec une poussette, j'ai envie d'accélérer, ça en butera, ça en fera 2 de moins, etc. » Enfin, vraiment, moi, je suis désolée, mais en fait, ces discours-là ne me font pas marrer du tout. Et je mesure à quel point le fait que l'extrême droite arrive au pouvoir leur permettra de se déboutonner, en fait, et de se permettre un niveau de racisme et de violence raciste encore plus important que ce qu'ils se permettent actuellement. Et pour autant, oui, Macron est un immonde personnage. Je ne suis d'accord avec rien de ses politiques. Et plus ça va, plus c'est sur son deuxième quinquennat, là, enfin, je veux dire, avec la loi immigration, etc., le mec vraiment donne des gages à l'extrême droite, comme toutes les bourgeoisies depuis très 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 longtemps. Quand il s'agit de devoir choisir entre une gauche de gauche et l'extrême droite, ils choisissent l'extrême droite, toujours, ils l'ont toujours fait, plutôt Hitler que le Front Populaire, etc. etc. C'est en permanence la même rengaine. Donc ceux qui nous ont raconté que Macron, il est libéral économique et libéral sur les plans de mœurs, pas du tout. C'est un néofasciste, hein, voilà. Et donc effectivement, la différence entre extrême droite et macronisme est de plus en plus ténue. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de vomir. J'espère ne pas me retrouver encore dans une situation où je dois choisir entre la droite et l'extrême droite, comme on s'est retrouvé en 2022. Il n'empêche que je pense que c'est encore une fois une question de position sociale extrêmement confortable, de pouvoir se permettre de se dire Le Pen, c'est mieux que Macron. Parce que sur le plan, moi, si je me place sur le plan de mes objectifs politiques, est-ce que Marine Le Pen va donner des moyens au service public? Est-ce qu'elle va faire le 100% sécu? Est-ce qu'elle va changer le mode de production? Est-ce qu'elle va franchement lutter contre la précarité, etc., etc. Non, elle ne va rien faire de tout ça. Ça va être exactement la même politique que Macron sur ces plans-là. Et en plus, ça va être encore plus raciste. Donc moi, je ne vois pas dans quel monde on peut se placer quand on a une sensibilité de gauche
pour les services publics, pour etc., et se dire que c'est une bonne idée d'aller mettre un bulletin Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Et en fait, si, je sais dans quel monde on se place dans le monde de quelqu'un qui n'est pas mis en danger directement par les discours de l'extrême droite, par quelqu'un qui est confortablement installé et qui n'a pas à se poser ces questions-là. Alors j'ai envie de dire tant mieux pour vous d'un côté, mais en fait, encore une fois, on parle de cette non-conscience dont on parlait dans la première partie du React à Padu. Padu, on va en parler après, mais il a totalement changé d'avis sur ces sujets-là parce qu'il a pris conscience de ces trucs-là, ce qui est très bien. Et on peut toujours prendre conscience, etc. Mais vraiment, moi, quand on vient me dire « Ah là là, vous avez voté Macron, c'est vous qui l'avez mis au pouvoir et tout », mais en fait, tu veux quoi ? Tu veux quoi, en fait, à la place ? Tu veux qu'on vote Le Pen ? C'est la même chose en pire. Quel intérêt, moi, femme de gauche, j'aurais à aller mettre un bulletin Marine Le Pen ? Aucun. Et en plus, je mets en danger, je suis désolée, mais des millions de gens dans ce pays qui sont mes frères et sœurs en humanité et à qui... avec qui je me sens en solidarité et je refuse de les jeter sous le bus sous prétexte que j'ai pas envie de me salir les mains, quoi. Bref, voilà, des choses sont dites, mais vraiment ça me saoule, hein, ce type de rhétorique. Bah, clairement, enfin moi je suis tout à fait d'accord, je vais pas redire, moi j'ai fait la même chose, j'ai pas voté blanc, mais j'ai voté abstention. Alors effectivement, il y a un côté, comme tu dis, on est sûr, on délègue un petit peu. Bon, là, en l'occurrence, à Macron, on a délégué à des gens de droite, tu vois, d'aller voter Macron à notre place contre Le Pen. Mais il y a quand même un truc de, tu vois, un peu de confort. Tu m'as dit vote blanc, j'ai fait une rufinade. Est-ce que le vote blanc dans cette situation n'est pas un vote de blanc ? Voilà, donc... bien sûr. Tu vois, donc... mais il y a un peu de ça. Et j'inclus l'abstention, hein, c'est pas l'abstention vaut pas mieux que le vote blanc, sinon la rufinade ne marche pas. Mais un vote d'abstinent. Je te laisse avec ça. mais je vois le rapport. Mais le gars qui est un peu long à la détente. Tu vois. Mais non, bien wesh. Et donc ouais, non, il y a un peu un truc effectivement, et bon, c'est vrai que quand ça s'accélère, le processus, on le fait pas en 2022. Comme je disais, moi, en 2017, j'avais l'impression d'être celui qui allait faire passer de 62 à 63%, et en 2022, j'avais peur d'être celui qui fasse passer de 50 à 49. Donc, c'était pas la même logique. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'on voit quand même cette fusion qui commence à se faire entre Macron qui se fait élire totalement contre Le Pen et qui finalement petit à petit va la rejoindre parce que justement comme ils ont l'incapacité, on essaye de le développer, on va le faire longtemps en 2025 et ensuite, mais cette idée de le pacte racial, ce n'est qu'un débouché politique concret avec des structures d'organisation concrètes. Le racisme n'est pas une idéologie simplement, ce n'est pas une diversion, ce sont des modes de hiérarchisation et de structuration de la société. Mais ça, c'est un débouché politique de quelque chose d'autre, c'est-à-dire de la crise du mode de production qui n'est plus capable d'en délivrer assez pour tout le monde. Et effectivement, Macron arrive en disant on va le résoudre avec, comment il appelle ça, le ruissellement. On va tellement arroser les riches que vous allez voir les pauvres, les petites gens, les sans-dents, vous allez pouvoir avoir des gouttes partout. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois, le ruissellement. Moi, j'imagine toujours de l'urine qui coule dans le long d'une jambe dans un pantalon quand on parle de ça. C'est ma déformation professionnelle, je sais pas. Ça. Vraiment, tu me dis ruissellement, je vois Macron qui nous pisse dessus, quoi. C'est vraiment ça. En 2017, c'était peut-être pas évident. Je crois qu'aujourd'hui, Zoé, ton image, tout le monde la comprend. Mais... C'est ça. Et donc voilà, et donc ça ne fonctionne pas, et en plus ça aggrave les crises, on l'a montré dans d'autres analyses. Et donc effectivement, le pacte racial, lui, n'est pas une opposition au constat du mode de production économique. C'est pour ça que ce n'est pas une alternative, c'est une alternance, comme le dit Bardella en ce moment. Mais l'alternance, justement, c'est de dire on garde tout sur le plan du mode de production, mais on va gérer la rareté des ressources, la pénurie, de manière différente, c'est-à-dire pour les natifs, les plus français. Et ça, c'est des logiques. Quand il y a des gens qui vous disent « Mais non, mais c'est pour les Français !» Peu importe s'ils sont blancs, s'ils sont noirs. Oui, pas de problème. Mais quand la crise va Non, mais à la rigueur, j'ai envie de dire, même si c'est vrai, même si vous avez ce niveau-là d'étage 1 de la fusée de fausse conscience, la crise va tellement s'aggraver qu'à la fin, même ce niveau de préférence nationale ne suffira pas. Et vous verrez ensuite
qu'on triera à l'intérieur de la nation. Les modes de hiérarchisation raciste ne s'arrêtent jamais. Au départ, c'est un niveau 1, la nationalité, ça passe encore. C'est pas des choses... Tu vois ce que je veux dire? On passe pas de 0 à 100 d'un coup, tu vois. Et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est que quand vous mettez la main dans l'engrenage raciste, et c'est ce que fait Macron depuis 2017, hein, vous êtes obligé soit d'arrêter la machine, ce que ne veulent pas faire les gens qui parlent de pénurie, voilà, etc., et qui parlent d'alternance, soit si vous n'arrêtez pas la machine, vous allez y mettre le bras. Là, c'est ma déformation professionnelle à moi, les accidents industriels. Mais, et après le bras, ce sera le reste. Et ça, c'est un truc aussi, justement, le risque des idéalistes de faire des photos. Ah, mais regardez, c'est pareil, vous avez vu le niveau... On a des gens à gauche qui nous savent. Vous avez vu le niveau de racisme, de fascisme chez Macron? Oui, pas de problème. Mais ça, c'est une photo. Derrière, il y a quelqu'un qui est en train de reprendre... qui arrive à la... Il y a quelqu'un dans cette photo-là qui est au bout de son effort de fascisation, qui est Macron. Voilà. Derrière, il y a quelqu'un qui attend de reprendre le relais. Donc, peu importe jusqu'où ira Macron, ça ira beaucoup plus loin ensuite dès qu'on passera le relais aux fascistes. Donc la dynamique ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas un niveau de fascisme maximum auquel Macron peut accéder et auquel les fascistes, Le Pen, etc. vont se satisfaire. C'est impossible. Voilà. Et c'est d'ailleurs, et juste pour finir là-dessus, c'est d'ailleurs la stratégie de Macron de croire ça. De croire que s'il fait le fascisme à la place des fascistes, il va rester au pouvoir. Ben non, ce ne sera jamais assez. Ce sont des dynamiques. Exactement. Et c'est le problème. Tu peux être raciste, Le Pen sera très raciste. Tu peux être très raciste, Le Pen sera très très raciste. Et quand tu seras très très raciste, elle sera très 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 raciste. C'est ça. Ton point max, c'est Manu. Ton point max, qui est infini, c'est le point de départ des fascistes, qui est infini aussi. Donc tout ça n'a... Mais ça, tu vois, on s'en bat les couilles, hein, mais bon. Mais tu vois, avec les structures mentales de Pas du confus, tout ça, ça ne fonctionne pas. Tu vois, ça ne se voit pas. Parce qu'ils ne voient pas que justement, il y a une structuration à l'œuvre, quoi. Et donc une dynamique. Allez, dis-nous tout, Pas du confus, t'en es où? Où en es-tu? Son temps à soigner son image pour se dédiaboliser n'est que la vitrine acceptable de groupes plus clairement racistes, voire même certains néo-nazis. Il n'y a qu'à regarder qui compose le service d'ordre du RN et l'influence des anciens dirigeants du GUD Alex Lousteau et Frédéric Chatillon au sein du parti. Comment vous décririez le personnage de Frédéric Chatillon? Il ne lui manque que la moustache. Et plus le groupe est restreint, et plus on se lâche sur des saluts nazis, des croix gammées, le négationnisme est omniprésent. Et il rigolait sur Auschwitz, qu'il y avait un stade de foot, une piscine pour les juifs, et qu'ils n'étaient pas gazés du tout, ils étaient juste morts de maladie, d'épuisement. Mais c'est dit sur quel ton? Sur le ton de « on n'en a pas tué assez ». Bref, je venais juste d'obtenir le droit de vote et j'étais obnubilé par la lutte contre les néolibéraux européistes. J'étais encore bien confus à cette époque. C'est pour ces mecs-là qu'on est censé voter face à Macron. Hein. Go vous faire foutre. Hein. Oh, enfin. Trop fort le monteur. Regardez comme c'est beau. Moïse sépare la mer Rouge brune en deux, incroyable. Un processus en cours qui allait m'amener à devenir clairement de gauche. Tu vois, ça c'est intéressant, c'est ce qu'on disait, le climax, c'est vraiment le climax de la confusion. Et on va rentrer ensuite dans une étape de reconfiguration plus évidente. C'est-à-dire et même un Pas du confus qui vient quand même de loin, va lui-même être l'objet de la moïsation. Ne confondez pas les gens. La moïsation est un phénomène structural de masse, dynamique, dialectique, dont Padu n'est que l'expression. ce n'est pas son inventeur. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, oui, après 2017, on voit que ça va se reconfigurer comme ça. C'est-à-dire, on voit que même les théories de libéral-libertaire ne vont plus pouvoir fonctionner. Aujourd'hui, tu peux plus accuser même Sandrine Rousseau d'être dans du sociétal, qui ne veut rien dire, hein, je le rappelle, pour masquer du social. Aujourd'hui, elle est autant sociale que sociétale, Sandrine Rousseau. Donc, on l'a dit dans la première vidéo, le sociétal n'existe pas. Pareil, c'est un dualisme avec le social qui n'existe pas. Tout est un processus politique et social, et il y a des effets concrets, identiques
au droit de propriété des moyens de production comme au non-droit d'exister des personnes trans, au non-droit d'exister des personnes racisées dans certains espaces, au droit à la police de leur courir après ou de faire du contrôle aux faciès. Tout ça sont des rapports sociaux concrets identiques. Et en plus, je me permets un tout petit aparté là-dessus parce qu'il y a des gens qui ont réagi au premier épisode dans les commentaires que j'ai lus, qui disaient T'as de la ouais, mais chance. en gros, oui, oui, alors je vous rappelle que Chris est puni, hein, il n'a pas le droit de lire les commentaires, hein, c'est nous qui les sélectionnons et qui le faisons lire, sinon le mec devient fou, hein, donc voilà. Il- Là, il commence à avoir le droit au chat Twitch, tout doucement, donc voilà, il est en train de, C'est en thérapie. de faire une. Voilà, on est en train d'augmenter les doses très progressivement, mais on y va tout doux. Heureusement qu'il a 2 médecins autour de lui pour pouvoir le gérer, hein, n'est-ce pas? Et du coup, il y avait des gens qui disaient ouais, mais en fait, quand vous dites que voilà, que l'histoire sociale, ça a aucun sens et tout, mais vous avez rien compris parce que de toute façon, ça reste une question class first, car ça reste la classe qui est en priorité, y compris dans les discriminations de genre, y compris dans les discriminations, enfin dans les problèmes LGBT-phobes, dans le racisme, etc. Mais du coup, je pense que ça avait peut-être pas été clair pour ces personnes-là, mais oui, évidemment que la classe sociale est absolument structurante, y compris dans les autres problématiques dont on parle. Mais c'est justement ça qu'on voulait dire. On critique la position qu'avaient les padus de l'époque de dire ouais, il y a le libéralisme culturel, c'est-à-dire lutter pour les droits LGBT, contre le racisme, etc., etc. Et ça, de fait, ça s'oppose aux droits sociaux, etc. Et c'est exactement ça qu'on disait, c'est-à-dire non. C'est intrinsèquement lié. C'est même pas que ça ne s'oppose pas, c'est que c'est intrinsèquement lié. On ne peut pas dissocier les deux. Et donc, déjà dissocier les deux, c'est complètement con. Mais dire en plus que lutter pour les droits LGBT, le féminisme, etc., c'est une manière de lutter contre les droits sociaux, c'est une inversion de la charge qui est complètement ouf et qui est vraiment profondément fausse. Et qui est une parole de mec qui n'est pas concerné par ces droits-là. Et donc, c'est pratique de se raconter ça. C'est ça qu'on voulait dire. Bref. Ouais, non, mais tu fais bien de le dire. Comme tu dis, ce ne sont pas ni des choses spécifiques, ce sont des choses identiques, les mêmes aspects du même problème. Si vous luttez contre la pénurie, vous allez forcément devoir considérer qu'il y en a assez pour tout le monde et que ce tout le monde doit être le plus large possible. Et donc, de fait, vous allez élargir les possibilités concrètes d'être soi, etc. Si demain vous validez la pénurie, c'est-à-dire le fait qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, vous allez devoir forcément trier des gens. Et donc, tout ça n'est qu'un même aspect du problème. Et à l'ordre inverse, même si vous avez l'impression que des gens sont focalisés sur des droits juridiques, etc., les droits juridiques vont influer ensuite sur le mode de production. Si demain vous voulez que tout le monde puisse exister, puisse être en bonne santé, etc., de fait, vous allez devoir transformer le mode de production. Donc l'idée de dire les gens qui sont centrés sur les droits, centrés sur l'émancipation individuelle, etc., n'ont pas d'impact sur le collectif et le mode de production, c'est complètement idiot. Et en plus, c'est anhistorique parce que c'est pas du tout comme ça que se sont passées les révolutions, etc. Donc ce sont les mêmes aspects. Et je vais même aller plus loin. Le capitalisme, quand il fonctionne, promet justement l'émancipation, l'égalité, etc. Eh bien, prenons-le à son jeu. Demandons-lui le maximum d'égalité concrète partout, tout le temps. Vous verrez qu'il en est incapable. Donc, tu fais bien de le rappeler, tout ça a une identité. Quand vous vous battez pour les droits des gens marginalisés par la pénurie, par la violence capitaliste, vous vous battez contre le capitalisme. De fait, c'est le cas. Et même si vous en avez même pas conscience. C'est pour ça qu'on dit justement... Et donc, oui. Pardon. Non, vas-y. Et donc. Non, je vous propose du coup que maintenant on passe à une autre partie de la vidéo qui va être très intéressante parce que, vous avez compris, nous on a cancel Padu parce que c'est un immense droitard, etc. Non, on a plutôt regardé Padu, pas dans son individualité, mais dans qu'est-ce que son parcours a dit de cette période politique qui est très intéressante. Et il ne vous a pas échappé que nous faisons du contenu sur Internet car nous sommes des militants et que nous avons envie de convaincre des gens et de mettre des gens en mouvement pour mener des luttes sociales de gauche et faire advenir une autre organisation politique, une autre société. Nous, on a envie de transformer des trucs.
Et nous sommes persuadés, de par tout notre corpus idéologique, etc., que transformer des trucs, ça passe évidemment par transformer les gens, qui ensuite font des trucs différents de ce qu'ils faisaient avant. Euh, et donc, c'est pour ça que cette vidéo de Padu nous intéresse particulièrement, parce qu'en fait, il ne vous a pas échappé, encore une fois, que Padu a changé, qu'aujourd'hui, c'est un militant de gauche, qu'il ne tient plus du tout les mêmes discours sur le sociétal, sur tout un tas de sujets. Et on va aller vers la fin de sa vidéo où il explique. Donc on vous passe toute une partie parce qu'en fait c'est un processus qui a quand même été long, de lecture, de rencontres, de discussions, etc. Il se met à créer sa chaîne Pas du Ring. Il explique que du coup, ça l'oblige à confronter sa pensée à d'autres pensées politiques. Et il va analyser en partie ce qui a fait qu'il a changé d'avis et que d'ado, jeune adulte, confus, pseudo-class first, un peu soralien, qui finit par voter Asselineau puis Le Pen, il en arrive aujourd'hui à être un militant de gauche, marxiste, progressiste, qui plus jamais, qui ne ferait absolument pas ces choix-là aujourd'hui, voire même les critiques, etc. Et nous, ça nous intéresse énormément parce que c'est précieux politiquement de comprendre ça. Parce que si on veut pouvoir changer des trucs, il va falloir qu'on convainque des gens, c'est-à-dire des gens qui pour l'instant ne sont pas d'accord avec nous. Je pense que tout le monde sait que nos idées à nous, les idées progressistes, marxistes, ne sont pour l'instant pas majoritaires dans la société, bien que nous allons y travailler très très fort. Et donc il va falloir qu'on convainque des gens, et donc c'est intéressant de voir les trajectoires des gens qui changent d'avis pour voir nous, comment on oriente nos discours, nos projets politiques, nos stratégies, etc. etc. Paradoxalement, Pas du Ring n'a pas seulement influencé des gens, ça m'a aussi transformé politiquement. Parce qu'à partir du moment où je me développe tant sur YouTube que sur Twitter, je suis dans une situation où je m'expose au discours politique des autres, et ça accélère vachement mes connaissances, car ça m'oblige à me positionner. C'est comme... Position revue. Là, je saute sur l'occasion d'expliquer ça, c'est-à-dire de ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure. Oui, on ne change pas de perspective politique, on n'évolue pas si on ne change pas de position. C'est-à-dire si on n'est pas bougé, ou si on ne bouge pas soi-même, c'est-à-dire par des effets de dépositionnement, repositionnement. Et ça, dans la vie, vous en avez vécu plein. C'est-à-dire vous passez d'étudiant à travailleur, vous vous mettez en couple, vous rentrez dans une organisation. Ça ne veut pas dire que ça va produire à chaque fois les mêmes effets. Vous pouvez avoir des productions... dans ces dépositionnements qui vont soit être conservatrices, réactionnaires, etc., accélérer des tendances de domination, mais ça vous offre toujours, à chaque fois que vous dépositionnez, repositionnez, une nouvelle possibilité qui effectivement n'est pas suffisante en soi. Il faut, comme tu l'as dit Zoé, la dynamiser, la souffler dessus, quoi. Mais c'est indispensable. Et donc, le travail de militant, le travail de politique, etc., c'est toujours de trouver de la conflictualité, du repositionnement, du dépositionnement, de trouver des points de vue extérieurs, de faire ensemble, de faire avec quelqu'un d'autre. Justement, la coopération dans des structures collectives vous oblige à revoir votre positionnement parce que vous devez adopter un point de vue collectif et non plus un point de vue individuel. Et c'est aussi pour ça que nous, on dit tout le temps, on s'appelle position pour cette raison. Une référence à Gramsci qui est assez connue, mais aussi une référence à la fameuse phrase marxiste d'avoir les positions de sa position. Et là, ce qu'on voit chez Padu, c'est qu'il se dépositionne et c'est comme ça qu'il arrive à changer ses structures mentales et à changer sa perspective et son projet politique. Et ça, c'est indispensable. C'est pour nous le moyen de changer le monde. C'est justement de faire bouger les masses, les gens, changer les gens, ce qui permet de changer leur structure mentale et donc de s'approcher de positions beaucoup plus progressistes et collectives. Tu l'as dit juste avant, je le redis, mais c'est intéressant qu'il utilise le mot positionner parce que c'est vraiment ça. Comme ça que j'ai commencé à m'intéresser plus profondément, non sans être un peu réfractaire au premier abord, aux problématiques décoloniales, féministes, LGBT par exemple. Ah ben enfin comme ça, mais si ça s'accélère, c'est pas uniquement grâce au marché des idées que représentent les réseaux sociaux. Exactement, tu vois, ça c'est intéressant. Il y a peut-être plus de chances que Padu, et je le sais, ait remis en question sa vision du monde, parce qu'il s'est fait bouger par des gens qui lui ont rentré dedans, même peut-être trop violemment, mais de manière incisive, de manière insultante, sur ses lacunes et je dirais pas ses biais, parce que j'aime pas du tout ce mot-là, mais sa non-conscience de certains sujets, plutôt que s'il avait
si chacun faisait ses idées dans son coin. Il n'y a aucune raison que si une idée ne vient pas vous percuter, vous ayez d'instinct la chercher, etc. Donc non, la conflictualité, elle est fondamentale. Pour un marxiste, la contradiction, la conflictualité, c'est évident, mais pour tout le monde, il ne suffit pas de développer des idées dans un coin pour que les gens y viennent ou qu'elles se propagent. Il faut à un moment donné que ces idées rentrent en percussion, en violence, en conflit avec d'autres idées. Et les espaces, par exemple, comme Twitter, qu'on peut regretter, etc., trouver mauvais, enfin, ont cette vertu-là, moi, je trouve, de pouvoir faire cette conflictualité. Et je pense que ça a joué aussi dans le développement de Padu. Si je m'ouvre à des nouvelles problématiques à partir de 2019, 2020, 2021, et ce d'autant plus aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons bien concrètes. D'abord, le quotidien. Le fait de vivre depuis des années avec ma compagne m'a, je pense, permis de m'ouvrir à l'altérité féminine, et donc de comprendre ce qu'une femme vivait, non plus de mon point de vue, mais du point de vue d'une femme. Qu'on soit clair, je n'ai jamais été dans des lore incel ou quoi. J'avais eu quelques meufs avant elle, mais... Non. Écoute. Il a dit, c'est pas pareil j'avais déjà baisé. Il a dit, puceau, moi. Ça fait longtemps qu'on me l'avait pas faite. Il a même pas dit ça, C'est il ça a qu'il a dit. J'avais peut-être pas baisé, mais ça me posait pas tant de problèmes que ça. C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Donc, t'inquiète pas, cher Padu, t'inquiète pas, mon Padu. Si t'avais pas baisé avant, c'était pas grave en fait, parce que ce n'est pas ça qui fait la valeur d'un être humain, n'est-ce pas? Bon, vas-y, laisse-le finir, mais on va discuter de si vivre au quotidien l'hétérosexualité avec peut sauver les quelqu'un et de hommes. voir ce qu'est la charge mentale féminine, les problématiques liées au VSS et compagnie. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce genre d'expérience individuelle, bien loin des grandes théories qu'on a parfois à gauche. Écouter et comprendre la vie d'une femme qui nous est chère, ça nous rend potentiellement plus féministes que de lire des bouquins. Bon, évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, hein, et chacun est important. Mais je peux l'affirmer, la vie de couple avec une femme a changé. C'est pareil pour ce qui est de mon métier. Oh. C'est mignon. Vas-y. Mais c'est vrai. En plus. Oui, c'est beau. Bah oui, c'est mignon. Mais c'est intéressant là-dessus. Moi, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que il y a beaucoup, et moi je l'entends, tu vois, de personnes qui sont militantes, qui ont beaucoup réfléchi sur certains sujets, etc., qui peuvent avoir tendance à trouver que une manière de changer d'avis qui passe par l'expérience personnelle, et notamment par le fait de connaître personnellement des gens qui vivent telle ou telle situation, c'est un peu de la merde parce que c'est pas assez la pureté intellectuelle. On ne change pas d'avis pour de bonnes raisons. C'est-à-dire prendre conscience du racisme parce que on vit dans un quartier avec des gens qui le vivent, ou parce que on a dans notre entourage proche des gens qui le vivent et nous en parlent, etc. Alors qu'il existe des milliers, des centaines de milliers de lignes de textes, d'écrits, etc., qui parlent de ça depuis des siècles, etc., etc., on pourrait se dire que c'est une mauvaise manière de changer d'avis. Alors moi, je suis désolée pour ce qui est de tous les combats progressistes, mais particulièrement du féminisme, qui est celui que je connais bien. Moi, j'adorerais vivre dans un monde où 100% des gens lisent du Silvia Federici et trouvent ça incroyable. J'adorerais. Il n'empêche que, comme je suis quelqu'un de relativement pragmatique et que mon projet n'est pas d'être la plus pure des plus pures, mais plutôt que globalement la condition des femmes s'améliore dans cette société, je ne vais évidemment pas attendre que tout le monde dise du Silvia Federici, parce que petit 1, ça ne va pas arriver, et petit 2, je ne sais même pas si c'est souhaitable. Enfin, si c'est souhaitable, si, encore une fois, pourquoi pas. Mais c'est complètement idéaliste, dans les deux sens du terme, de penser qu'on peut transformer la société comme ça. C'est impossible. Et donc, la vraie question, c'est comment on fait du coup? Comment ça se fait que Padu, il prend conscience, via le couple, etc., de l'importance, de la position des femmes, des dominations qu'on peut vivre dans notre quotidien, etc., etc. Parce que très objectivement, si le fait d'être hétérosexuel rendait féministe, je veux dire, ça se saurait, d'accord? Et ça fait des millénaires qu'on n'aurait plus de problèmes de ce type. Donc c'est probablement la conjoncture de plein de trucs, le fait que Padu, il se met en couple avec une femme au début du 21e siècle, au moment où les combats féministes ont déjà beaucoup progressé, où
les femmes de la génération de Padu, même celles qui ne sont pas des militantes féministes en soi, qui n'ont pas forcément lu beaucoup de théories, etc. etc. Et c'est ce que t'expliquait Chris dans la première partie, mais ont été élevées par des mères qui ont eu des modèles où elles leur ont dit tu as le droit de faire tes choix, tu as le droit de travailler, etc. etc. Elles sont aussi dans une génération qui porte une nouvelle phase du féminisme qui consiste à aller au-delà de l'égalité, on va dire légale en droit, etc., mais parler de l'égalité concrète dans la vie quotidienne, dans nos rapports hiérarchiques, au sein de notre couple, dans notre travail, etc., etc. Et dans cet espace-là, souvent on dit qu'on n'a pas envie de déconstruire des trucs, mais qu'on a envie de construire. Et moi, je vois comme une potentialité féministe énorme le fait de repenser les rapports de couple, les rapports de famille, pour faire du couple un espace qui, pendant très longtemps, a été un espace de conservation, un espace de maintien de l'ordre social, patriarcal, etc. Et comment on peut inventer le couple du 21e siècle avec d'autres formes de masculinité, avec d'autres formes de féminité, d'autres manières d'avoir des rapports les uns avec les autres. Et le couple deviendrait alors un espace progressiste, justement. Un espace qui permet de changer de position, comme tu l'as dit, Chris, et de repenser, et de même aller au-delà de ça, être un pilier pour une vision politique plus générale de renversement de l'ordre social, etc. Moi, je pense que c'est faire ça qu'il faut qu'on tende. Je ne peux que, comment dire que moi, c'est aussi des choses que j'observe dans mon quotidien. Des hommes que je côtoie, que j'apprécie, le fait qu'on puisse échanger entre hommes et femmes, se porter de l'amour et de la tendresse, pas que de l'amour, on va dire, charnel, de couple, mais aussi de l'amour au sens de l'amitié, de l'amour fraternel au sein de notre famille, etc. etc. Le fait qu'on puisse vraiment accéder à des relations les uns avec les autres qui sont des relations affectives est aussi un espace de transformation politique. Et moi, souvent, je dis à quel point c'est important pour moi, et c'est une lutte politique, de dire que l'amitié entre les hommes et les femmes, non seulement n'est pas impossible, mais surtout est souhaitable, parce que ça permet des transformations sociales qui sont majeures. Je pense que ça fait partie des combats qu'il faut qu'on mène. Et ça passe par des décisions matérielles. Au sein du couple, la répartition des tâches, elle passe par des congés parentaux, etc. Ça, c'est des choses qu'on a développées à la fin de la première partie, que je vous invite à aller revoir. Et bref, voilà, je me suis un peu perdue. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, Chris. Mais... moi, je t'ai suivi de manière... c'est très clair, tu exprimes de manière concrète ce que je viens de dire tout à l'heure, un peu de manière abstraite sur le repositionnement et le dépositionnement. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le dépositionnement, repositionnement permet d'être dans d'autres formes d'altérité, d'autres conflictualités, dans d'autres sujets collectifs. Et effectivement, il modifie profondément nos structures mentales, mais aussi nos possibilités progressistes. Il referme certaines possibilités, ça arrive. Voilà. Si vous passez de militants anarchistes à flics, il y a forte chance que ça referme certaines possibilités. Mais vous voyez, c'est la même chose. Et puis, d'un autre côté, à l'inverse, ça offre des nouvelles possibilités. Et il y a effectivement, on l'a dit dans le premier, des possibilités de penser le couple, de penser la famille, de penser la relation à ses enfants, de penser la relation à ses amis, comme des espaces de construction collective progressiste. Et d'ailleurs, je me permets un ajout, mais les luttes LGBT par la droite, donc alors je vous rappelle que ma texte c'est que la droite tue la famille, et je vous invite à aller voir le réac qu'on a fait vous tapez Virginie Vota, pas du stream, vous allez le trouver, on développe ça, pourquoi la droite tue la famille. Mais la droite a une manière de voir l'explosion de la structure familiale patriarcale classique qui a existé pendant longtemps, comme une catastrophe qui déstructure la société, etc., et qui est la décadence et tout ça et tout ça. Mais en fait, et ils ont raison, alors pas dans le fait de la décadence et tout ça, mais dans le fait qu'effectivement, eux, ils mettent ça sur le compte du wokisme et tout, mais effectivement, les luttes LGBT, par exemple, sont des luttes qui vont venir profondément remettre en cause la manière dont on conçoit l'amitié, le couple, la famille, la parentalité. Et moi, justement, je pense que c'est des espaces révolutionnaires, et dans la capsule
dans les capsules où vous parlez de psychanalyse et d'affect avec Raz et Cassandre. Chris, je trouve que tu l'expliques bien, comment le sujet collectif des femmes peut devenir un sujet révolutionnaire quand on est dans cette phase actuellement, et comment le sujet collectif LGBT, alors avec toutes ces diversités, et tout comme le sujet collectif féminin est très divers, etc. Mais comment ce sont des luttes qui peuvent être transformées pour repenser globalement l'ordre social, et comment, moi je le vois, mais on réinvente des manières de faire des parentalités collectives, de repenser l'amitié, de repenser la manière dont on est en couple, etc. Par notamment l'expérience des luttes LGBT, que je trouve, au lieu de les regarder comme un facteur de déstabilisation, etc., moi je ne peux que les regarder comme un espace de possible politique génial qui est potentiellement bénéfique pour tous, y compris pour des personnes comme moi qui vivent dans un couple hétérosexuel extrêmement classique, banal, comme il a été banal pendant des siècles, et qu'il l'est de moins en moins. Et voilà, bref, je voulais juste faire ce petit ajout-là. Ouais, mais t'as raison. En plus, tu me fais une passe décisive. Parce que quand je dis sujet collectif, bon, je fais référence aux travaux, tu sais, de Lucien Goldman que j'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé ou pas? Mais ce qui est drôle, c'est que Lucien Goldman, sur la fin de sa vie... Connaissez-vous, c'est Is the New, connaissez-vous l'UPR, Ouais, connaissez-vous Lucien Goldman? Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de son, malheureusement de sa vie, parce qu'il est mort jeune, mais à la fin de ses travaux, dans ses derniers travaux, il trouve que le sujet collectif est un mauvais terme, et donc il préfère le sujet trans-individuel. Et du coup, c'est intéressant qu'il vient chercher ce mot de trans pour pouvoir préciser sa logique, justement. Et donc, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à ça. Je vais essayer de mobiliser. C'est difficile comme concept, le sujet collectif. Alors, je vais essayer quand même d'essayer de dire trans-individuel, mais c'est vraiment ça, en fait. Il y a cette logique, justement, de non pas abolir, tuer l'individu, etc., mais dépasser sa réduction à ça, quoi. Dépasser la réduction du monde à ça. Et dans le mouvement trans, il y a ça. C'est pas simplement tout va être indifférencié, etc. C'est justement dépasser la normalisation, l'obligation de se réduire au genre. Voilà. C'est pas je tente une petite phrase pour l'expliquer. C'est pas l'effacement des individus, mais c'est leur réalisation dans le fait qu'ils se mettent ensemble. C'est ça, exactement. Ça te va? C'est ça. Ça te va un peu, ça, ou pas? C'est ça. Mais voilà, on essaie de vulgariser le concept. Mais c'est marrant, voilà, que justement, quand tu parlais de possibilités grâce au concept de trans, effectivement, il multiplie les possibles. On est d'accord. Et là-dessus, Goldman te dirait bravo. C'est pareil pour ce qui est de mon métier, la médecine. Et ce, notamment depuis quelques années que je suis... Aïe. Vas-y. Aïe. La quoi? Tu connais un peu le terme? Ça te parle? Ah oui, voilà, on va pouvoir dire des trucs. Est-ce que être médecin rend progressiste? Oula, question. En tout cas, on peut progresser en ski, de ce que je connais. On peut... En ski, en voile. En golf? En golf. En kitesurf. Il y a plein de médecins qui font du kitesurf. C'est pour ceux qui sont près de la côte, quoi. C'est ça. Médecin littorin. Je Exactement. suis interne en psychiatrie. Pour ceux qui ne savent pas, un interne, c'est un étudiant en Le fin coming d'études de out. médecine qui a choisi sa spécialité selon son classement au fameux concours dont je vous ai déjà parlé et qui bosse à temps plein pour l'hôpital. Déjà, m'insérer dans le monde du travail m'avait permis d'entrevoir plein de problématiques de pressurisation des équipes, de harcèlement au travail, de dénigrement, etc. Mais bosser en psychiatrie, ça va plus loin parce que ça veut dire côtoyer la plupart des gens que la société considère à tort ou à raison comme anormaux ou bizarres. Des personnes SDF, des migrants clandestins, des travailleurs et travailleuses du sexe, des prisonniers, des toxicos, des victimes d'inceste, des gens avec des handicaps intellectuels, des gens délirants. Plein de choses comme ça qu'on voit au final assez rarement si on bosse pas en psychiatrie. Or, pour bien faire mon travail, il a fallu que j'arrive à me mettre à la place des autres et à comprendre le monde avec leurs yeux. Pour les... Yes. Bon, t'en penses quoi, toi, Chris? La médecine, est-ce que c'est comme l'hétérosexualité? Est-ce que ça rend progressiste intrinsèquement, quoi? T'en penses Là, quoi, je vais toi? faire une réponse de Normand dialecticien. Oui et non. Non, je veux dire... la médecine, je vais te laisser dérouler, mais tu es plus experte que moi. La médecine, ça reste quand même, pour moi, une normalisation bourgeoise. On le voit, hein, c'est vraiment l'essor de la médecine, même contre en plus des pratiques justement beaucoup plus populaires dans le soin,
Ça a quand même été une forme effectivement progressiste en termes techniques, en termes de rationalisme, mais de violence envers d'autres pratiques, etc. Donc je dirais qu'il ne faut pas confondre la médecine bourgeoise et ses structures aujourd'hui, qui sont quand même remises en question, c'est ça qui est quand même une bonne chose, et le fait de soigner des gens, de les émanciper quand c'est des maladies qui sont très contraignantes, etc. Et que je pense que la dialectique, elle est là. Effectivement, il y a un caractère progressiste dans la médecine, dans le fait justement qu'il y a quand même une attention à l'autre, mais je pourrais faire la même chose sur l'éducation ou la sécurité. Effectivement, il ne faut pas confondre les institutions qui peuvent être en crise, qui peuvent dévier vers de la violence ou légitimer de la violence, et on va dire la fonction qu'elles doivent remplir. Et cette dialectique entre la fonction qui peut, elle, être nécessaire, bénéfique, progressiste, et l'institution, cette tension entre les deux, cette contradiction, doit faire émerger des possibilités progressistes. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que je dis, mais pour moi, je vois la médecine de cette manière-là. Mais je vais te laisser développer, je vais bouger un petit peu, donc je te laisse répondre à ça. Let's go. Bah ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Chris vient de dire. Moi, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur, hein, parce que, donc, comme vous le savez, je suis médecin. Alors moi, je suis médecin généraliste, je ne suis pas psychiatre, donc je suis une moins mauvaise personne, évidemment. Mais en fait, la réalité, c'est que la médecine est un problème tel qu'elle fonctionne actuellement et depuis des siècles, en fait, hein. La médecine a été le bras armé de la violence qui a été appliquée aux groupes sociaux dominés. Historiquement, si vous regardez l'histoire notamment de l'hôpital, les hôpitaux généraux au 19e siècle, c'était des prisons pour pauvres, en fait, hein, qui n'avaient même pas vraiment une fonction de soins, etc., qui avaient plus une fonction de préservation de l'ordre social. La corporation médicale, historiquement, s'est opposée à la majorité des luttes progressistes, particulièrement en France, hein. Elle s'est positionnée contre la sécurité sociale, contre l'accès à l'IVG, contre... Voilà, enfin, c'est une longue tradition. Et quand vous regardez la manière dont les médecins ont été totalement acteurs de la violence nazie, par exemple, en Allemagne, etc. Enfin, le fait que les médecins fassent partie du camp conservateur, voire du camp réactionnaire, et en soit vraiment un outil, notamment un outil de coercition, c'est historiquement le cas. Si vous regardez la manière dont ont été traitées les personnes homosexuelles par la médecine jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la manière dont sont encore traitées actuellement les personnes trans, la manière dont sont traitées les personnes intersexes. Alors là-dessus, je vous conseille, nous avions fait une émission de La Brèche sur les JO l'été dernier. Longue émission, vous tapez pas du stream, La Brèche, JO, vous allez tomber dessus. La vidéo est chapitrée et à un moment, on parle d'intersexuation, en parlant du cas de cette boxeuse Iman Khalif, qui avait subi beaucoup de transphobie, d'intersexophobie, d'ailleurs sans qu'on sache si elle est réellement intersexe, et en fait j'ai envie de dire que c'est même pas la question. Si vous voulez, on développe, et notamment je développe pas mal le sujet de l'intersexuation et comment la médecine a été vraiment, est toujours le bras armé de la violence envers ces groupes, de comment vouloir normer les corps de personnes entraîne des violences inouïes, type faire des opérations génitales, décider qu'un enfant est absolument une petite fille, mais qu'elle n'a pas de vagin pénétrable, et donc il faut absolument lui fabriquer un vagin pénétrable avant ses 10 ans, et donc lui faire subir des opérations génitales à répétition avec des bougies de dilatation. Enfin, désolée d'entrer un peu dans les détails, c'est d'une brutalité, c'est sordide, hein, c'est sordide, mais il faut voir que la médecine fait ça. Au sein de ça, la psychiatrie, la psychiatrie est aussi un outil de coercition sociale, bien sûr. Alors, on parlait des personnes trans, etc., mais même, de toute façon, il y a une question, on va dire, philosophique profonde du normal et du pathologique qui traverse le soin depuis des siècles et qu'on ne pourra jamais vraiment trancher, d'ailleurs, hein, même si c'est très intéressant de se poser cette question. Et où est-ce à quel moment, nous, notre rôle est de faire rentrer les gens dans une certaine norme, dans un certain truc. Et je disais que ce que Chris dit dans le fait que même si la médecine existe aujourd'hui en tant qu'institution conservatrice, etc., même si les médecins le font, ils le font parce qu'ils sont dans cette institution, ils le font aussi parce qu'on est formé d'une manière qui génère ça.
Ils le font aussi parce que la structure de l'école, puis des études de médecine font que ça sélectionne une certaine classe sociale, etc., qui va faire médecine et donc qui va avoir des intérêts liés à sa classe. Le fait que beaucoup de médecins soient des médecins libéraux à la tête de leur propre petite entreprise, tout ça génère des structures mentales bourgeoises et donc une défense de l'ordre bourgeois. Une fois qu'on a dit tout ça, moi, ces questions-là, je me les suis beaucoup posées et j'ai même... moi, j'ai plusieurs fois hésité à arrêter mes études pendant mon cursus parce que je me sentais pas bien. Moi, quand je suis arrivée en deuxième année, le week-end d'intégration et tout, notamment la fréquence des violences sexuelles ne m'a pas du tout plu. D'ailleurs, j'ai plus fait de soirée médecine après. Quand j'ai commencé mes stages à l'hôpital, j'ai vraiment assisté à des situations de violence médicale inouïes. Inouïes. J'en parle à certains moments, j'en parle notamment dans la vidéo qu'on a fait sur la drogue avec Zoé Dubus. Vous tapez pas du stream La Brèche, Zoé Dubus, vous allez trouver, où on parle notamment de toxicophobie du corps médical. Mais en fait, on peut parler de violence médicale dans plein de moments. Moi, j'ai assisté à des violences inouïes en obstétrique, en gynéco, dans tout type de service, en gériatrie, aux urgences, etc. Alors la violence, elle est liée aussi aux organisations de travail qu'on a dans le soin actuellement. On travaille dans des situations extrêmement dégradées. Et donc forcément, ça va générer le fait qu'on travaille mal, qu'on n'a pas le temps, qu'on ne peut pas passer le temps qu'on aurait besoin de passer avec nos patients, etc. Mais il y a aussi la manière, encore une fois, dont on conçoit le soin, dont on conçoit le corps de l'autre, dont on objectifie le corps de l'autre, dont on se conçoit, nous, comme des gardiens de la bonne morale, du bon ordre, etc., qui génèrent ça. Et ceux qui en pâtissent le plus, c'est les personnes handicapées, les personnes les plus précaires, les personnes alcooliques, toxicomanes, les personnes qui sont étiquetées troubles psy, etc., etc. Les personnes LGBT, les personnes racisées. Il y a notamment il y a le syndrome méditerranéen, par exemple. Moi, c'est un truc que j'ai appris pendant mes études. Le syndrome méditerranéen, ce n'est pas une réalité scientifique, mais c'est quelque chose qui se transmet de manière informelle entre praticiens, qui est de dire en gros que les personnes arabes, et particulièrement les femmes, moi j'en ai toujours entendu parler pour parler des femmes, arabes ont tendance à exprimer leur douleur de manière extrêmement bruyante, théâtrale, etc. Ce qui sous-entend donc qu'en fait elles ont moins mal que ce qu'elles disent avoir mal. Donc vous voyez comment le racisme rentre dans le soin et peut interférer dans les prises en charge, parce que si vous pensez que quelqu'un n'a pas mal alors qu'il dit qu'il a mal, vous n'allez pas traiter sa douleur alors qu'il a besoin de la traiter. Je dis tout ça pour dire que moi, vraiment, c'est des choses qui m'ont énormément heurtée, notamment dans mes convictions, dans les raisons pour lesquelles j'avais décidé de faire ce métier, que j'ai plusieurs fois hésité à arrêter, que comme vous le savez actuellement, je n'ai pas arrêté parce que je suis diplômée depuis maintenant quelques années et j'exerce dans une zone rurale. Et en fait, moi, j'ai aussi vu en médecine, et particulièrement dans ma spécialité, la médecine générale, un potentiel progressiste. C'est-à-dire qu'on est à une croisée des chemins, comme Chris l'expliquait, prendre soin, donner le soin, soigner l'autre, c'est quelque chose qui peut aussi porter en soi des valeurs extrêmement progressistes. Et donc la question, c'est d'aller mener la lutte politique au sein de la médecine pour que cesse d'être dominant et hégémonique, grosso modo, des mecs de droite, hyper réactionnaires ou juste conservateurs, qui ont pour objectif principal de tenir leur place sociale, leur statut social, utiliser leur pouvoir sur le corps de l'autre, utiliser et se faire, encore une fois, la voix de l'ordre bourgeois. On pourrait aussi faire une médecine qui ne soit pas ça. Moi, je pense qu'il faut lutter pour faire une médecine qui ne soit pas ça, que ce soit dans toutes les disciplines et aussi en psychiatrie. Il y a des manières de penser le soin qui sont des manières profondément humanistes et progressistes. Le serment d'Hippocrate, je vous invite tous à aller le lire, est en soi un serment magnifique qui porte des valeurs qui sont des valeurs profondément de gauche, pour moi. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera, etc., etc. C'est un serment qui est très beau. Et en médecine générale, moi, j'ai observé certaines choses. Alors déjà, il y a eu un changement des profils qui ont été recrutés. C'est moins exclusivement masculin. Il y a un peu de diversification sur l'origine sociale. Vraiment pas assez, mais ça commence un petit peu. Donc ça, déjà, ça aide un peu. Et puis, la médecine générale, comme elle s'est construite en opposition aux autres spécialités, a été obligée de faire un pas de côté et a fait des avancées énormes, notamment, pour moi, 2 qui sont très importantes. La première, c'est de réfléchir au poids de l'industrie pharmaceutique, au poids plus généralement des puissances d'argent et de comment ça peut impacter dans notre manière de soigner
Et donc, dans les filières universitaires de médecine générale, il est interdit de mettre des étudiants en contact avec une industrie pharmaceutique, avec des représentants, des commerciaux. Ça vous semble très bizarre, mais moi, quand j'étais, avant de choisir ma spécialité, régulièrement dans les services, il y avait des labos qui venaient apporter de la bouffe pour présenter leurs médicaments, qui venaient faire de la pub, et c'était considéré comme normal, voire même comme un moment de formation. Donc ça, pour moi, c'est une avancée énorme parce que ça oblige à réfléchir aux implications du capitalisme dans le soin. Le fait qu'une partie du soin soit privée, comment ça nous empêche de bien soigner. Et la deuxième avancée très importante pour moi, c'est comment on a décidé d'implémenter notamment des sciences sociales dans nos savoirs, comment on s'est mis à comprendre que les déterminants sociaux en santé étaient principaux. Et c'est de ça dont Padu parle, en fait, là aussi, où il dit qu'en devenant soignant, et en particulièrement en devenant soignant en psychiatrie, il est face à ce que la société produit de violence envers les personnes, et particulièrement envers les personnes les plus dominées. Et donc, quand on est médecin, quand on a compris ça, ça devient très compliqué d'être méritocrate débile, et surtout, ça devient très compliqué d'envisager de soigner sans passer par une lutte politique globale pour l'amélioration des conditions de vie de chacun, parce qu'elle impacte directement la santé de nos patients, et que moi, en tant que médecin de campagne qui travaille avec des ouvriers d'abattoir, je ne peux pas bien soigner tant qu'on n'aura pas réfléchi profondément au code du travail, aux conditions de travail de mes patients, etc. etc. En ça, il y a un potentiel progressiste majeur en médecine. En plus, la santé, c'est une des préoccupations principales des Français. Vous allez choper les gens sur la Sécu, vous allez choper les gens sur le service public de santé. C'est vraiment des trucs sur lesquels on peut ramener énormément de gens sur des sujets de gauche. Et devenir médecin de gauche, c'est aussi probablement une partie du travail que nous, on a envie de faire, c'est porter un vrai discours de gauche sur la santé, qui ne soit pas un discours porté uniquement par les médecins, qui ne soit pas un discours porté uniquement par les soignants, mais qui soit un discours qu'on co-construit avec notamment les usagers du système de soins, avec nos patients. Moi, ma médecine idéale, ma médecine générale idéale, c'est une médecine générale où on s'organise en petites unités territoriales de santé qui s'adaptent au territoire, aux besoins de la population, parce que vous imaginez bien que moi qui bosse au fin fond de la campagne, avec beaucoup de personnes âgées, polypathologiques, on n'a pas du tout besoin des mêmes besoins de soins qu'une maison de santé qui serait installée dans un quartier populaire d'une grande ville, avec une population très jeune, une grande partie qui ne parle pas le français, etc. etc. Dans ces unités territoriales, les décisions se prendraient de manière conjointe avec tout type de professionnels, différents types de soignants, sans forcément mettre de hiérarchie. Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sur le pouvoir médical et abolir une partie du pouvoir que les médecins ont sur les autres soignants et sur leurs patients, cette dissymétrie qui existe. Et bien sûr, les patients au milieu de tout ça qui seraient entièrement décideurs. Et c'est pareil, quand on pense la Sécu et le 100% Sécu, on pense une Sécu à gauche qui est une Sécu avec des caisses qui sont gérées par les cotisants et pas avec un État paternaliste qui choisit à la place. Bref, je vous dis tout ça pour dire que quand on pense la transformation de la société, on est obligé d'aller réfléchir à comment on fait ce mouvement de transformation. Et moi, je pense qu'au sein du soin, au sein de la santé, il y a des potentiels progressistes énormes et donc c'est vraiment un endroit sur lequel il faut mettre son énergie et aller mener la bataille. Voilà mon avis. Chris, tu es de retour. Ouais, mais j'ai entendu la fin. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que dans la police, c'est mieux pour le progressisme, car ils ont des armes. Non, bon, on a discuté, donc c'était très bien de le dire. En plus, je vais faire de la pub, mais c'est des choses que tu vas essayer de développer avec ta chaîne. Je crois, on fait un petit peu une petite aparté. Donc ça, c'est des choses vraiment profondes et c'est bien que tu aies pris le temps de développer, donc c'est top. Et donc notre Padu, alors est-ce que ça va être un révolutionnaire de la psychiatrie ? On n'en doute pas. Alors Allez, on le relance. Eh ben on verra. Les soigner le mieux possible. À partir de là, on ne peut pas être dans un discours de droitard, de la mairie. Mais tu vois, ça c'est intéressant, il le dit juste là. Le soigner le mieux possible. Tu vois, il y a ce qu'on disait, c'est que tu as plein de gens qui viennent dans les institutions qui sont, si on analyse de manière sociologique, si on analyse de manière systémique, extrêmement violente pour les gens, pour les corps, conservatrices, réactionnaires. Mais il y a des gens qui viennent à l'intérieur faire des choses qui pensent bénéfiques et qui sont bénéfiques en soi. Je te dis, il y a même des gens qui vont sincèrement dans la police pour aider d'autres gens, quoi. Bon, après je pense qui ça dit « Encartez-vous au PS, vous allez les rendre de gauche ». C'est ça qu'il a dit. Tu sais que c'est un trauma. Je sais, c'est pour ça, j'appuie là où ça fait mal.
Donc, un acte manqué, comme on dit. C'est ça. Méritocratie est de la faute individuelle. Personne ne choisit ses gènes qui pourtant nous rendent plus ou moins susceptibles aux maladies et notamment aux maladies psychiatriques. Personne ne choisit d'être victime d'inceste ou de naître dans un pays qu'il va devoir quitter en prenant tous les risques pour sauver sa peau. Personne ne choisit de devenir travailleuse du sexe pour se payer ses études ou la bouffe de ses enfants et de finir avec des traumas infernaux. Bref, il y a tout un tas de conditionnements que la droite refuse de voir et qui jouent un C'est intéressant ce qu'il dit là sur personne ne choisit. Tu vois. C'est il a un côté un peu déterministe malgré qu'on a essayé de se battre contre le truc, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est de dire en final tu te rends compte que plus tu es dans des espaces où les gens sont marginalisés, violentés, l'espace de choix, c'est vraiment pas quelque chose qui va être on va dire, enfin cette catégorie du choix, du libre arbitre, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment pas être utile pour comprendre la situation, quoi. Donc Oui. c'est intéressant comment il est passé justement, on parlait de dépositionnement, repositionnement, à un truc très idéaliste, comme quoi les LGBT, ils avaient choisi, mais qui nous emmerdaient avec leur lutte sociétale. Tu vois, c'était un peu, tu vois, de ce Ouais. lore-là. Ouais. Ah, en fait, bah non, en fait, et ce qu'on disait tout à l'heure, ah bah non, c'est violent en fait. Ah bah non, être homosexuel à 13 ans dans certains milieux, ça tue. Tu vois, c'est même pas c'est violent, ça tue. Ça tue via le suicide, ça tue même. Il y a des parents qui tuent leurs enfants homosexuels, ça arrive. Hein. Enfin, donc pareil pour. C'est même assez intéressant de voir comment, malgré tout, des gens qui se disaient anti-libéraux, anti-libertaires, avaient quand même une vision très bourgeoise en tant qu'épistémologie, très libérale. Bien C'est sûr. les individus ont choisi leurs idées, ont choisi leur posture politique, ont choisi... et là, il en sort justement parce qu'il s'élève de l'abstrait au concret, comme dirait Marx. Et je trouve la progression, elle est assez fine, même d'analyser sur le plan matérialiste. Ouais. un rôle énorme dans la vie des gens, et je pense que mon métier a fini de me convaincre de ça. En plus de ça, à un niveau plus général, le fait même de devenir interne en médecine, ça m'a fait passer réellement dans le monde du travail. Avant Interne en médecine, Zoé, ça se fait devenir progressiste ou... Bah, encore une fois, non, pas directement. Mais moi, tu sais que c'est des vraies questions que je me suis posées. C'est comment, quand tu fais du soin et tu es autant confronté à la violence sociale, etc., et à ses conséquences, et en plus, tu es vraiment dans ce qu'il y a de plus intime dans la vie des gens. Donc, tu sais la violence, tu sais la violence de genre, tu sais la violence de race, tu sais la violence de classe, tu la vois. Et bien, en fait, ça nécessite, pour pouvoir faire médecine et être de droite, pour moi, hein, ça nécessite d'avoir profondément dans sa tête une vision des vies comme étant hiérarchisées. C'est-à-dire qu'il y a des vies qui valent la peine et il y a des vies qui ne valent pas la peine. Il y a des vies qui valent quelque chose et il y a des vies qui ne valent rien. Parce que c'est pas possible, quand tu observes ça, de te dire il est normal que cet ordre social existe si profondément en toi, tu n'as pas une vision inégalitaire des êtres humains entre eux. Ouais, clairement. Voilà. ça, j'étais externe en médecine, c'est-à-dire que j'avais un mi-temps à l'hôpital. Je reprécise, mais c'est vraiment bien. Et comme tu disais, on voit la tension entre les deux, entre la fonction de rendre l'humanité, c'est-à-dire le sujet collectif absolu, l'humanisme, tu vois, efficient, et le fait d'avoir des structures réactionnaires qui justement s'obligent à devoir trier. On parlait de la pénurie, alors là c'est un peu différent, mais s'obligent à devoir trier entre certains membres de cette humanité générique pour pouvoir la réaliser. Et justement, nous, l'idée, c'est de dire, mais non, c'est justement en ne triant pas qu'on va la réaliser, quoi. Mais là, on a vraiment une tension. Payer 100 balles par mois et que mes parents me donnaient de quoi payer mon loyer et ma bouffe. Or, quand on commence à gagner son argent soi-même, on n'a pas le même rapport abstrait à la politique et à l'économie. Et je pense que ça m'a aussi permis de voir que les politiques sociales, c'était les partis de gauche et les syndicats qui les soutenaient. Une autre chose qui rentre en jeu dans mon virage à gauche de ces dernières années, c'est les réactions autoritaires policières de Macron durant les Gilets jaunes. Ça m'a ramené au réel au sujet des flics et du vrai visage de Macron. Macron, c'est pas un libéral libertaire, c'est un libéral autoritaire. Il est de droite. Et oui. Bah, les gilets jaunes, hein, vraiment, c'est vraiment un move. C'est vraiment un truc. Quand tu réfléchis, les gilets jaunes, c'est une catastrophe sur le plan du débouché politique. Je vais être honnête. Et pour en avoir été vraiment dès le début, etc., et même d'avoir critiqué à fond la gauche qui
qui avaient des pudeurs un peu de mais non, c'est pas des gens formés. Bah, on parlait tout à l'heure, tu vois, ils ont pas lu de livre, et, tu vois, ils respectent pas le process qu'on avait décidé en AG. Et qui a jamais marché. Non mais exactement, tu vois. Plein de critiques à faire et tout, mais c'était vraiment un moment fabuleux. Mais en termes de débouchés politiques, il est tragique. Parce qu'il a rien donné, voire même il a donné des conspis, enfin je sais pas ce que t'en penses toi. Mais en termes de bifurcation intellectuelle et tout, tu vois, en termes de gens comment sont formés, en termes de prise de conscience de certaines choses, il est fondamental. Enfin, il est vraiment fondamental et il est même historique, je pense. Moi, pour parler de mon petit cas perso, comme on parle du cas perso de Padu, on parle un peu de nos cas Voilà. perso aussi, parce qu'on parle de parcours. Moi, c'était un moment où je m'étais un peu éloignée de la politique. Depuis quelques années, alors je continuais à beaucoup me renseigner, etc. Mais comme j'avais essayé de m'insérer dans certaines orgas, que ça m'avait pas trop convenu, pour plein de raisons, et notamment pour des raisons de violence sexiste et sexuelle, hein, la gauche, Ça m'étonnerait, ça n'existe pas. Voilà, être une jeune femme qui essaye de s'insérer dans des milieux de gauche quand on connaît personne dedans et que les mecs qui te reçoivent, c'est pas des mecs bien intentionnés, c'est pas ouf, mais bon, ça c'est un autre problème. Et voilà, j'avais du mal et tout. Puis après, j'ai eu la naissance de mes enfants qui étaient très rapprochés, donc j'avais un peu la tête dans le guidon. Et pendant les Gilets jaunes, moi, j'ai pas participé aux manifs parce que j'étais enceinte et que vu le niveau de violence qu'il y avait en manif, je me voyais pas y aller enceinte. J'étais enceinte de ma deuxième, mais c'est vraiment un moment, si tu veux, oui, il n'y a pas eu de débouché politique, mais au moins, je me suis rappelé que, en fait, il y a quand même un bouillonnement politique dans ce pays, tu vois. Il peut y avoir des trucs totalement spontanés que tu peux pas prévoir au départ, mais qui montrent que les gens en ont ras le cul, qu'il peut y avoir une vraie opposition de classe aussi qui se fait. Moi, tu vois, dans ma campagne, il y avait une mobilisation de dingue, vraiment, et des mobilisations de franges qui d'habitude se mobilisent pas. Alors, on pourra se dire autant qu'on veut, tu vois, que c'était les samedis pour pas faire grève, etc. Enfin, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'en est resté là. Mais ça fera des petits, de toute façon, ces histoires-là. Mais d'un autre côté, il y avait un truc intéressant quand même dans le rapport au pouvoir et à la conflictualité. Je sais que c'était une carte qui était passée dans le Monde Diplo et que j'ai gardée, qui montrait les lieux de pouvoir à Paris, donc tu sais, les grands médias, les ministères, etc., les trajets habituels des manifs, qui étaient en fait complètement dans l'Est parisien, dans les zones où il n'y avait pas ces lieux de pouvoir, et les endroits où ça avait pété avec les Gilets jaunes. Et tu voyais qu'en fait, ils étaient vraiment rentrés dans les quartiers bourgeois, dans les endroits où ça se décidait, pour aller foutre le bordel là-bas. Alors encore une fois, il n'y avait pas de débouché politique, etc. Mais je trouve que ça voulait vraiment dire quelque chose en termes de potentiel, révolutionnaire dans ce pays. Et je suis très sérieuse quand je le dis. Ça veut dire qu'en fait, moi, ça me motive pour faire du travail militant, si tu veux. Parce que je me dis, en fait, là, il faut battre le fer, faire du travail pour qu'on se structure, pour qu'on se rencontre, pour qu'on se forme les uns les autres, et pour qu'à la prochaine explosion de ce type, il y ait un vrai débouché politique de gauche à proposer en face, quoi. C'est de l'espoir aussi. Clairement. Moi, j'étais dans un moment aussi... on a vraiment une communauté, mais moi, j'étais aussi dans un moment où, pareil, j'avais des enfants jeunes, j'étais un petit peu à distance. C'était juste après, tu sais, l'échec de 2017, France Insoumise. Moi, j'avais ma fille qui était toute jeune. Un peu, tu vois, en ressac, quoi, tu vois, un peu. Donc, lendemain de cuite, un peu. Ouais, voilà. Et j'ai pas... Bon, tu te dis, bon, on fait un petit peu un break. Et j'ai pas du tout vu venir le truc. Le truc est venu. Moi non plus. Facebook, j'ai pas du tout Facebook. J'avais pas du tout... Enfin, je suis pas réseaux sociaux, comme tu sais. Mais moi, ça m'avait choqué. Tiens, typiquement ce qu'on a dit, parce que là, on parle de... Voilà, mais c'est aussi... ça m'avait fait ce qu'on a dit avec Padu, ça m'avait bougé. C'est ce que tu viens de dire. Moi, de voir des gens de ma famille, où moi j'étais quelqu'un de plus politique, eux qui tout le temps écoutaient ça de loin, ou trouvaient ça pas intéressant, avoir tous envie d'être gilet jaune. Et t'étais là, toi, le gars qui est marxiste, qui dit des trucs et tout, et puis t'as rien vu venir, et puis t'as des gens qui ont jamais lu Marx, jamais lu un livre insurrectionnel, et qui te disent, nous on sera sur le rond-point samedi, parce que là on va pas se laisser... Tu vois, il y avait un truc, alors soit tu joues la posture, effectivement, de l'ego, parce que pour moi, il n'y a rien d'autre que ça. Ouais, mais non, c'est pas une vraie révolution, c'est confusant, etc. Soit tu te dis, mais oui, le monde social ira toujours plus vite que les intellectuels, quoi. Tu vois, et donc tu te mets derrière, tu te mets au pas. Et moi, je me rappelle, c'était un plaisir de me fondre dans un truc
où j'avais pas les codes des manifs, où j'avais pas les codes politiques. J'ai l'impression d'avoir appris. Ou même des fois, tu vois, nous, on avait d'autres gens qu'on a rejoints avec d'autres groupes et tout. Ça, tu vois, ça a créé même des débats au sein des Antifa. Il y en a qui ont été très derrière, d'autres qui ont été contre les Gilets jaunes et tout. Moi, je me rappelle avec un noyau d'historiques militants de gauche, avec qui on avait fait des manifs pro-palestiniennes en 2014, juillet 2014, pour ceux qui connaissent, etc. Parce que tu vois, c'était aussi ça, l'expérience de la violence policière. En fait, l'expérience de la violence policière, tu l'as fait quand tu nais, si tu es noir et arabe dans ce pays raciste, voilà, ou quand tu es militant d'une certaine cause. Et effectivement, quand tu es de gauche radicale, les manifs pour la Palestine sous Valls, des manifs d'écologie radicale, ça tu comprends que la violence elle est là. Le côté gilet jaune, c'est que ça a touché massivement des gens. Et moi, c'était un moment où on s'est fait bouger. Et ce que tu dis je reboucle juste sur ce que tu as dit sur les lieux, c'était ça qui était incroyable, c'est que les mecs ils disaient mais nous tu vois, ils n'avaient pas les codes de bureaux de parti ou de machin, et ils disaient ah bon, faut déclarer une manif en préfecture? Ben non, on s'en bat les couilles. J'avais des gens qui disaient bah non, on s'en bat les couilles, la rue elle a tout le monde, nous on veut descendre, on descend, tu vois. Et nous on avait des manifs de mecs qui parlaient moi je me rappelle de gens qui parlaient d'insurrection, de révolution H24 dans des AG, dans des machins, et on calmait des gars qui voulaient aller se fighter directement avec les CRS, tu vois, genre on a le droit d'être là, on s'en bat les couilles de la préf et tout. Nous on leur disait non, vous allez aller en garde à vue, attention, faut pas faire ça comme ça. Et il y avait un truc, et là, moi je peux le dire, là j'ai été mais vraiment bougé, et ça m'a, et du coup ma vue, mes structures mentales, de la même manière comme on a dit, ça marche pour tout le monde, ont été repositionnées, quoi. C'était donc c'était vraiment fondamental. Est-ce que tu veux aller à la toute fin ou pas du plus confus, pas du Moïse, parle de la fin des projets, Moïse, tout ça. enfin, il n'est plus soumis à Ramsès II, il devient le prophète dont le peuple a besoin. Exactement. Je peux pas dire mieux. Alors, présidentielle 2022, bon, ouais. Oui, voilà. Il vote ça, on peut passer. Voilà, on a compris. Et la suite? Et la suite, ça nous intéresse. Un tout petit peu. Et maintenant, où est-ce que j'en suis? Eh bien, vous avez pris une grande place dans ma vie, notamment parce que j'ai fait environ une vidéo par jour sur Pas du Stream depuis presque 2 ans. Ah, il parle aux auditeurs, je pensais qu'il nous parlait à nous deux. Oui. Tellement déçu. On n'est pas les seuls dans sa vie, putain. Tellement déçu, j'ai envie de chialer. On est trop tristes. Donc, il n'y a quasiment pas un jour où je ne pense pas à vous partager des choses et à lire vos commentaires. Et je vous en remercie parce que ça compte beaucoup pour moi. Cette activité m'a permis d'aider certains à se politiser, mais aussi de fonder une association pour m'aider dans mon militantisme et récolter de l'argent dans le but d'améliorer les vidéos. Alors vous le savez sûrement, mais je touche pas d'argent moi là-dessus, car je gagne assez avec mon boulot d'interne en psychiatrie. Mais grâce à ça, le frérot miniaturiste a pu arrêter de passer ses soirées à livrer des pizzas, et un monteur et un cadreur ont pu rejoindre l'équipe. Ça donne des formats canons, comme celui aux éditions sociales, ou celui avec Nicolas Framont, ou celui aujourd'hui où un prompteur m'évite d'avoir à baisser la tête et à relever la tête toutes les 3 secondes pour savoir ce que je dois vous dire. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que cette association, on l'a... Alors spoiler, nous on fait tout sans prompteur avec Zoé. Ça... Ouais, nous on est meilleurs, c'est pour sans ça. notes, sans prompteur. Hein. Donc, c'est parce que nous on est pur Chris. Nous on n'a pas voté Marine Le Pen. On est de gauche depuis notre naissance, donc les prompteurs. Ouais, nous on est nés de gauche, ouais. C'était dans le cordon ombilical. T'as vu. Une faucille dans la main gauche, un marteau dans la main droite, let's go. Hein. Un petit vaccin de temps en temps, vaccin de gauche, quoi, pour au cas où. C'est ça. La période. Petit anticorps. Petit anticorps. Fondé avec les camarades du média en ligne Position Revue, car on était d'accord depuis un bail sur la nécessité de faire avancer une ligne progressiste. Mais c'est nous ça. Ah bon? Mais je crois. Je crois. Non mais c'est l'occasion de le dire rapidement. Oui, ça, on a longtemps discuté avec. Nous, on l'a parlé, on a fait les gilets jaunes et on considérait que un problème des gilets jaunes, c'était aussi justement qu'il y avait un déficit de production intellectuelle dans la période de confusion. Ils ont Juan Branco.
C'est bien ce que je dis du coup. Mais dans la période de moïsation et donc on a voulu faire une revue qui soit justement, alors je sais pas toi Zoé comment t'as connu Position Revue, mais qui soit une ressource intellectuelle, alors avec quand même de l'article un peu universitaire des fois, chiant diront certains, voire inatteignable pour certaines personnes, mais aussi quand même des entretiens un peu plus faciles à lire et une activité sur Twitter qui soit un petit peu plus offensive, justement là où certains réseaux sociaux avaient pu capter des gens. Et clairement, c'était insuffisant. Et donc, en discutant avec Padu, on trouvait effectivement intéressant d'avoir ce format vidéo, d'être capable de justement être multicanaux sur le fait d'analyser, de critiquer, comme on l'a dit, de manière vraiment conflictuelle et offensive. Notre but, c'est jamais de dire on va déconstruire des idées, etc. Non, on va conflictualiser des idées. Nous, on n'est pas là et vous le faites bien. Alors moi, je suis un peu invité là, c'est pas mon habitude dans Paye ton droit tard, je dois pas être là, mais vous le faites bien dans Paye ton droit tard, dans les vrais Paye ton droit tard, pas dans les épisodes spéciaux, justement, d'aller conflictualiser des idées et pas d'essayer de convaincre des droits tardés de déconstruire leurs idées avec la rationalité des zététiciens. Donc on avait cette vision-là, et donc c'est pour ça qu'on a construit PR. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, alors, donc vous avez compris, nous, avec Chris, bon, on vous a fait ce Pailleton droit tard parce que déjà, c'était important pour nous, cette vidéo que Padu a sortie. C'est important. Alors, bon, nous, Padu, vous le savez, c'est notre camarade, puis c'est notre ami. Hein, donc, comment dire, on a essayé d'être le plus analyste possible sur cette vidéo et de mettre de côté le fait que c'est notre ami et que c'est touchant pour nous de voir le parcours de quelqu'un qu'on apprécie et surtout de voir ce type de parcours-là qui, je pense, ne peuvent que intéresser des sociologues, des gens qui travaillent des sciences politiques, etc., bien sûr, et des militants. Moi, j'ai toujours dit qu'en tant qu'ami, je trouvais que la démarche était courageuse parce que Padu, il aurait aussi pu ne jamais dire ça. Ne jamais dire qu'il avait voté, etc. Et il le fait en tant que militant, et je trouve ça d'autant plus courageux. Et en tant que militant, c'est précieux de voir ces choses-là parce que pour nous, ça veut dire c'est quoi la suite. Je pense qu'on est tous très conscients dans l'assaut. Alors, il y a des gens que vous voyez, hein, nous, nos têtes, vous les voyez. Il y a des gens que vous ne voyez pas, qui sont derrière et qui nous aident énormément sur le plan technique, même sur le plan stratégique, sur le plan théorique. Enfin, voilà. Notre but, c'est de produire du contenu militant qui transforme les gens et donc qui transforme le monde. On est conscient de l'urgence politique dans laquelle on est, très sincèrement. L'urgence, on est au devant d'une crise économique majeure. Allez voir les vidéos avec Chris sur les prédictions de l'année 2025. On est dans une crise politique qui s'enfonce. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. On est dans des difficultés sociales, etc. Très compliquées, sur le plan géopolitique aussi. Bref, tout ça pour dire que c'est une période de gros changements et de gros remous. Et les périodes de gros changements et de gros remous sont des périodes où l'histoire peut basculer d'un côté comme de l'autre. Écoutez, nous, on a envie de mettre toutes nos forces dans la bataille pour que l'histoire bascule du côté du progressisme, du respect des vies humaines, du progrès humain en règle générale. On a beaucoup réfléchi à notre stratégie, à comment on allait le faire. Nous, on pense que la période actuelle, que la mobilisation est en train de s'achever. On pense que maintenant, l'enjeu, c'est de proposer, c'est d'être dans le projet. Moi, l'objectif de ma chaîne là que j'ai ouverte, ça va être aussi de faire ça, c'est-à-dire d'analyser ce qui se passe et de proposer des alternatives. Alors moi, je vais beaucoup traiter de sujets que je connais bien, hein, c'est-à-dire le féminisme et la santé. On va continuer à alimenter cette chaîne, qui est une chaîne où il y a moins de travail technique, etc. Padu y est beaucoup. Comme vous le voyez, nous, on y est de plus en plus. Il y aura sûrement à une fréquence qu'on déterminera, des formats où il n'y aura pas toujours Padu, pour plein de raisons, et notamment le fait que vous avez compris, on a des vies à côté, etc. Et que parfois, on a besoin de se dégager du temps pour autre chose.
Et le fait de pouvoir se relayer, d'être 3, ça va nous permettre à chacun non seulement de tenir notre engagement militant, de produire du contenu régulièrement parce que c'est en étant présent qu'on peut impacter aussi, mais aussi de pouvoir faire les autres choses qu'on a à faire dans nos vies. Nous, on ne se paye pas avec le militantisme et c'est une règle qu'on se fixe, en tout cas pour le moment. Enfin, moi, c'est une règle en tout cas sur laquelle je veux rester. Pour plein de raisons, je comprends que tout le monde n'ait pas ce luxe et encore une fois, nous, on a aussi le luxe d'avoir des métiers qui nous plaisent et qui nous payent correctement. Et donc, on a une forme de confort là-dessus qui nous oblige aussi, on va dire, à, à mettre notre énergie là-dedans. Et, et voilà, et donc on prépare plein de trucs. Padu, lui, il a envie d'investir de nouveau pas mal la chaîne principale, tout en gardant les petits formats React ici. On a plein de projets. On a le projet du graphique qui hype beaucoup de monde, qui serait donc un outil en open source qu'on a envie d'implémenter, d'améliorer, de rendre le plus diffusable possible pour que les gens s'en emparent, pour que voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, on prépare plein de trucs. On espère que ça va avoir de l'impact. Nous, notre objectif, c'est aussi de vous motiver à lutter. À vous investir aussi dans des luttes concrètes. Et il y a plein de manières de militer qui sont différentes et qui correspondent de manière différente à des gens. Vous n'êtes pas obligé d'aller tracter sur des marchés, d'autant plus si vous avez une anxiété sociale de dingue et que pour vous, c'est une angoisse de fou. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête sur Internet en faisant des vidéos. Il y a plein de manières de militer différentes. Il y a plein d'endroits où militer différemment. Nous, l'objectif, c'est aussi de déclencher chez vous des envies de militer, des envies de vous investir dans la lutte politique, parce que s'il y a bien un moment où il faut y aller, je pense que c'est maintenant. On va être dans des années décisives les prochaines années, et donc bien sûr, on va mettre toutes nos forces dans la bataille, et on espère que vous avez envie de le faire aussi. Voilà. Non, ben moi je vais rien ajouter. Je pense que tu as tout dit, les projets, etc. Je vais rester sur la ligne qu'on s'est donnée depuis le début. C'est vrai que c'était important pour nous de faire ce React parce que au-delà de l'incarnation de ce que tu as dit, Zoé, sur le fait que ça va bouger, qu'on va être maintenant beaucoup plus en collectif, etc. C'était un moyen de l'annoncer un peu rigolo. Mais pas du, voilà, il y a des fois des histoires militantes qui sont juste militantes. Là, c'est des histoires entre nous trois qui deviennent des histoires aussi d'amitié. Donc, quand il a fait ça, ça nous a touchés. Il avait pas à le faire. Il devait rien à personne sur ce sujet. Et il a tenu à le faire par sincérité. Il y en a que ça touche, il y en a que ça touche pas. Mais c'est gratuit. Donc, il n'y a rien derrière à gagner à faire ça. Il n'y a que des coups à prendre. Et ça, en général, c'est des signes de gens qui savent lutter et qui savent lutter pour le meilleur. Donc, moi, je suis très fier que ce soit notre camarade et notre ami. Ça, c'est dit. Maintenant, justement, on va continuer de faire ça, de mettre des coups, de bouger des gens. C'est ce que tu as dit, Zoé. On va s'organiser pour ça. On va s'organiser pour, oui, effectivement, dépositionner des choses, défaire des évidences, nous-mêmes se mettre en situation de se faire bouger. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, n'hésitez pas à nous critiquer, à relever quand on fait des conneries dans les commentaires, que je ne lis pas, mais qu'on me remonte. Puni, il est puni. Voilà, mais vraiment, c'est aussi... personne... alors, on va finir là-dessus. On est tous en travail, on est tous non finis, oui. On est tous... et la période, de toute façon, même si vous avez l'impression d'atteindre le paroxysme de votre intelligence, de toute façon, votre environnement social bouge autour de vous. Donc, de toute manière, vous êtes toujours en nécessité d'adéquation. Donc, personne n'est fini. Il n'y a pas de confus et de non-confus, il y a juste des confusionnistes, des mal intentionnés qui essayent justement de manipuler les gens dans des intérêts conservateurs et réactionnaires. Nous, ce qu'on essaye de voir, c'est pas d'attaquer les gens confus, c'est d'attaquer les confusionnistes et de faire en sorte que les gens aient les idées un peu plus claires, même si l'idée d'avoir les idées totalement claires est une vue de l'esprit, une abstraction, et souvent un moyen de domination. Donc, force à nous, on va continuer. Zoé l'a dit, je vais quand même, comme je suis un homme déconstruit, lui laisser
le mot de la fin, de dire au revoir. Mais on est là, on va y rester et on sera encore plus fort. Voilà. Donc, ce Paye-ton droit art spécial est terminé. Vous allez bientôt pouvoir retrouver Padu sur la chaîne, car bien sûr, vous avez tous envie de revoir sa tête. Il nous reste juste à vous proposer de vous abonner à cette chaîne, de vous abonner à la chaîne principale de Padu, Paduring, PASDUHRING, de vous abonner éventuellement à ma chaîne, c'est Dr Zoé_YT comme YouTube. Sur laquelle pour l'instant il y a juste une petite vidéo de présentation, mais il y a des formats plus montés, plus travaillés Il y a qui vont déjà arriver. 600 000 vues pour une intro. Vous non, il n'y a pas de petite vues. Mais non, mais c'est en tout cas, il y a déjà plein de gens qui ont soutenu, donc c'est super cool. Merci à tous ceux qui le font. Vous pouvez donner sur le Tipeee, dont vous aurez le lien en description. Ça nous permet, donc encore une fois, ça ne nous rémunère pas, mais ça nous permet de rémunérer le monteur, le miniaturiste, éventuellement le cadrage quand on en a besoin, d'autres compétences techniques. Ça nous permet de payer du matériel. C'est comme ça que vous avez cette magnifique image de droite avec ces magnifiques lumières de droite partout. Et ce micro de droite, n'est-ce pas? Je coupe Zoé parce qu'on me dit souvent que je coupe trop, mais Oui, là je le fais il n'a exprès. pas le droit. Hein. Je fais exprès. Il n'a pas le droit. Hein. Promis, il va y avoir, les gens en ont marre que j'ai une vision, un cadrage, une caméra de gauche, voilà. Donc promis, je vais avoir une image de droite comme les médecins, voilà. C'est ça, bientôt l'image de droite de Chris. Vous vais- pouvez aller sur le site de Position Revue, Position au pluriel-revue, qui est une revue marxiste dans laquelle il y a plein de choses très intéressantes. Le dernier numéro, c'est l'Empire masculin, qui porte sur le féminisme, les luttes contre les violences sexuelles. Il y a plein de contributrices et contributeurs très intéressants. J'y écris un petit peu, Chris écrit un peu aussi dedans aussi, et plein d'autres personnes plus ou moins régulières. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que je n'ai rien oublié. Il nous reste à vous dire qu'on lâche rien. Souhaiter bon courage et force à tous ceux qui luttent partout où ils sont et de la manière dont ils le peuvent. Et à vous dire à plus tout le monde. Salut. Salut.